Salutations et présentations. Bonjour chers amis. Saviez-vous que près de 93% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne? Si vous appréciez ces histoires, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur « J'aime ». Cela m'aide beaucoup. Merci d'être là. Au fait, d'où regardez-vous cette vidéo? Dites-le moi dans les commentaires. La région du Texas Panhandle s'étendait, plate et sombre, sous un ciel si dense d'étoiles qu'on aurait dit que quelqu'un avait renversé du sel sur du velours noir. Zebediah Quincan roulait sur ses routes depuis 11 ans, et il trouvait encore quelque chose d'hypnotique dans ce vide. L'autoroute 287 traversait une région où les villes étaient distantes de 50 km, et les seules lumières provenaient des derricks pétroliers clignotant au loin. La plupart des conducteurs détestaient ce tronçon. Trop solitaire, disait-il. Trop de temps seul avec ses pensées. Zeb, lui, n'y voyait aucun inconvénient. Il avait sa radio CB pour lui tenir compagnie, un thermos de café préparé par sa femme avant chaque voyage, et le rythme régulier des 18 roues roulant vers le sud, en direction d'Amarillo. Cette nuit-là, il transportait du matériel d'irrigation depuis Dumas, une cargaison standard sur un trajet qu'il aurait pu parcourir les yeux fermés. Le genre de trajet qui payait correctement et lui permettait de rentrer chez lui avant le match de football de sa fille, le samedi. Il était un peu après minuit lorsqu'il aperçut les panneaux de la station de pesée mobile. Ils apparurent dans ses phares à environ 3 km avant le poste de contrôle, ces diamants orange familiers avec des lettres noires que tout camionneur connaissait par cœur, tous les véhicules commerciaux doivent s'arrêter. Il relâcha l'accélérateur et commença à rétrograder, laissant le frein moteur faire le travail. Son camion s'installa dans ce grondement familier alors qu'il roulait vers les lumières. La station de pesée était l'une de ces installations temporaires que l'État utilisait lors de contrôles renforcés. Quelques bâtiments portatifs, la plateforme de pesée elle-même, et suffisamment de projecteurs pour éclairer toute la zone comme une scène de théâtre. Zeb pouvait voir 2 autres camions déjà garés sur le côté. Les conducteurs vérifiaient probablement leurs papiers. Il monta sur la balance et attendit le signal. La femme qui sortit du bureau était d'âge moyen, vêtue d'un gilet à haute visibilité par-dessus une veste d'employé de l'État. Elle tenait un porte-documents et arborait cette expression légèrement ennuyée que les employés des stations de pesée semblaient développer après quelques années de travail. Zeb baissa sa vitre et lui tendit ses papiers avant même qu'elle ne les demande. « Bonsoir, dit-il. Zeb Quincan, je transporte du matériel d'irrigation à Amarillo. » Elle prit les documents, y jeta un coup d'œil, puis regarda l'affichage numérique de la balance. Son expression changea légèrement, juste assez pour que Zeb le remarque. Elle regarda à nouveau l'affichage, puis ses papiers. « Votre bon de chargement indique 19 000 kg, dit-elle. La balance affiche 19 900 cents. Zeb fronça les sourcils. Ce n'était pas une petite différence. Ce n'est pas possible, répondit-il. J'ai vu charger moi-même. J'ai attendu chez l'expéditeur avant de partir. La balance ne ment pas, dit-elle, mais elle ne semblait pas entièrement convaincue elle-même. Garez-vous à la baie 3 et nous allons vous faire repasser sur la balance. Parfois, nous obtenons des lectures fantômes lorsque la plateforme se stabilise. Il hocha la tête et avança, se garant là où elle l'avait indiqué. Par la vitre du passager, il pouvait voir les 2 autres camions toujours garés là, moteur au ralenti. Les 2 conducteurs se tenaient à l'extérieur de leur cabine, discutant avec ce qui semblait être des patrouilleurs routiers. La conversation avait l'air décontractée, mais quelque chose chez eux mettait Zeb mal à l'aise. Il ne pouvait pas mettre le doigt sur ce que c'était. La préposée revint après environ 5 minutes et lui fit signe d'avancer à nouveau vers la balance. Zeb remonta sur la plateforme et attendit qu'elle disparaisse dans le bureau. Lorsqu'elle réapparut, son expression était différente. Pas exactement inquiète, mais définitivement perplexe. « 19 950, dit-elle. « C'est impossible, répondit Zeb, catégorique. La remorque est scellée. Elle l'est depuis que j'ai chargé. Vous pouvez vérifier le scellé vous-même. Les numéros sont là, sur le manifeste. » Elle vérifia visuellement le scellé, faisant le tour jusqu'à l'arrière de sa remorque et éclairant avec une lampe torche. Lorsqu'elle revint, elle secouait la tête. Le scellé est intact. Le numéro correspond. Mais quelque chose ne va pas ici. Je vais chercher le superviseur. Zeb resta assis dans sa cabine et essaya de comprendre. Le poids ne pouvait pas apparaître de nulle part. La balance pouvait être mal calibrée, mais pas à ce point.
Et si elle était déréglée, elle le serait de manière constante, pas en affichant un poids différent à chaque fois. Il attrapa son téléphone pour appeler son dispatch, puis remarqua qu'il n'avait pas de réseau. Ce n'était pas inhabituel par ici, mais le timing semblait mauvais. Le superviseur qui sortit était un officier de la patrouille routière, un grand homme avec des tempes grises et cette démarche particulière qui indiquait qu'il faisait ce travail depuis longtemps. Son badge indiquait Langford. Eustace Langford, selon le nom complet brodé en dessous. Monsieur Quincan, dit-il en prononçant soigneusement son nom. Nous semblons avoir une situation inhabituelle ici. Je vais vous demander de repasser sur la balance une fois de plus, mais je veux que vous le fassiez lentement. Arrêtez-vous quand je vous ferai signe. Zeb obéit, faisant avancer son camion sur la plateforme à environ 5 km/h. L'officier Langford se tenait à la fenêtre du bureau de la balance, observant l'affichage numérique. Il leva la main lorsque les essieux de la remorque de Zeb furent entièrement sur la plateforme, lui signalant de s'arrêter. L'officier disparut dans le bureau. Lorsqu'il réapparut, son expression était soigneusement neutre, de cette manière que les policiers ont lorsqu'ils ne veulent pas montrer qu'ils sont troublés. 20 400, dit-il. Vous me dites que ce scellé n'a pas été brisé depuis le chargement. Je l'ai vu poser moi-même, répondit Zeb. Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe avec votre balance, mais ma cargaison ne change pas de poids. Ce sont des tuyaux en acier et des raccords en aluminium. Pas exactement le genre de choses qui absorbent l'humidité ou se tassent pendant le transport. Langford hocha lentement la tête. Je vous crois, mais je dirige cette station depuis 6 ans, et je n'ai jamais vu une balance se comporter ainsi. Ça vous dérange si nous jetons un coup d'œil à l'intérieur de cette remorque? En temps normal, Zeb aurait dit non. Ouvrir une remorque scellée signifiait briser le scellé, ce qui signifiait des papiers, des appels téléphoniques et des retards. Mais la manière dont Langford l'avait demandé n'était pas tout à fait une requête. Et honnêtement, Zeb voulait savoir ce qui causait ces lectures autant que quiconque. Allez-y, dit-il. Mais je veux que la préposée documente tout. L'heure, le numéro de scellé, tout. Ils l'ont fait correctement, dit la préposée, photographiant le scellé avant que Langford ne le coupe avec des pinces. Lorsqu'ils ouvrirent les portes de la remorque, la cargaison était exactement ce que le manifeste indiquait. Des sections de tuyaux d'irrigation en aluminium empilés et fixés avec des sangles de chargement. Des caisses de raccords et de connecteurs. Rien qui aurait pu gagner 450 kg en 20 minutes. Langford grimpa dans la remorque avec une lampe torche, vérifiant les sangles de chargement et regardant derrière la cloison avant. Il y passa peut-être 10 minutes avant de redescendre. Tout semble normal, dit-il, mais il fronçait les sourcils. Rien n'a bougé. Rien n'est mouillé. Aucun signe de falsification. Alors, que fait-on maintenant, demanda Zeb. Maintenant, on referme et vous repassez sur la balance une fois de plus, dit Langford. Si le poids continue d'augmenter, j'appelle le laboratoire de métrologie de l'État. Cette balance a peut-être besoin d'un recalibrage complet. Ils posèrent un nouveau scellé sur la remorque. La préposée documenta le nouveau numéro. Zeb remonta sur la balance pour ce qui lui sembla être la 10e fois cette nuit-là. L'affichage numérique clignota un instant, puis se stabilisa. Langford fixa le chiffre pendant un long moment. Puis il regarda la préposée, qui secouait la tête comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait non plus. L'officier s'approcha de la vitre de Zeb. « Monsieur Quincan, je n'ai pas d'explication pour cela, dit-il. Votre cargaison est conforme. Le scellé était intact, et il n'y a aucune raison logique pour que ce chiffre continue d'augmenter. Mais je ne peux pas vous laisser continuer avec une charge en surpoids, surtout une qui semble devenir plus lourde à chaque minute. Alors, que suis-je censé faire, demanda Zeb, l'agacement perçant dans sa voix. Restez ici jusqu'au matin, répondit Langford. Je vais passer quelques appels, voir si le laboratoire de l'État peut envoyer quelqu'un ce soir. En attendant, vous allez devoir vous garer là-bas avec les autres camions. Ce n'est qu'à ce moment-là que Zeb réalisa que les 2 camions qui étaient garés à son arrivée étaient toujours là. Les 2 conducteurs se tenaient à l'extérieur dans le froid, fumant des cigarettes et ayant l'air aussi confus et frustrés que Zeb se sentait. Il se gara et éteignit son moteur, mais laissa les feux de position allumés. La nuit s'étendait silencieuse autour d'eux. Les projecteurs de la station de pesée projetaient des ombres dures sur le bitume. Quelque part au loin, Zeb pouvait entendre le grésillement statique des conversations sur la radio CB,
bien qu'il ne puisse pas distinguer les mots. Il descendit de sa cabine et marcha vers les autres conducteurs. L'un était un jeune homme, peut-être à la fin de la vingtaine, portant une veste avec un logo d'entreprise que Zeb ne reconnaissait pas. L'autre était plus âgé, probablement proche de la soixantaine, avec le genre de visage buriné qui disait qu'il conduisait des camions depuis plus longtemps que le jeune homme n'était en vie. « L'un de vous a des problèmes avec la balance ?» demanda Zeb. Le conducteur plus âgé hocha la tête. « Ça a commencé il y a environ 1 heure. Mon poids n'arrêtait pas d'augmenter à chaque fois que je passais. L'officier m'a fait ouvrir ma remorque, a tout vérifié, l'a refermée. Le poids continue d'augmenter. Pareil pour moi, dit le jeune conducteur. Je transporte des pièces automobiles. Ce genre de choses ne prend pas de poids en restant immobile. Zeb sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air de novembre. Quel poids affiche-t-il maintenant, demanda-t-il. J'ai commencé à 17 000 kg, dit le conducteur plus âgé. La dernière fois que je suis passé, c'était 19 000. J'ai pris environ 230 kg toutes les 15 minutes. Le jeune conducteur sortit son téléphone et vérifia quelque chose. Le mien est à 20 000, alors qu'il était à 18 500. Ça n'a aucun sens. Ils restèrent un moment en silence, observant la station de pesée. L'officier Langford était dans le bureau, visible à travers la vitre. Il était au téléphone, regardant l'affichage de la balance et secouant la tête. « Vous avez remarqué autre chose d'étrange ?» demanda le conducteur plus âgé. « À part la balance, réfléchit Zeb. Mon téléphone n'a pas de réseau. Ça pourrait être l'emplacement, mais ça semble bizarre. Moi non plus, dit le jeune conducteur. Et ma radio CB a des interférences sur toutes les fréquences, comme si quelqu'un faisait fonctionner un mauvais émetteur à proximité. Le conducteur plus âgé hocha la tête. Je l'entends aussi. On dirait presque que quelqu'un essaie de percer à travers les parasites. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils disent, mais c'est là. Zeb retourna à son camion et grimpa dans la cabine. Il alluma sa radio CB et changea de canaux. Effectivement, sur le canal 19, il y avait des interférences. Pas le grésillement habituel causé par les conditions atmosphériques ou les émetteurs lointains, mais une pulsation rythmique qui semblait presque délibérée. Il augmenta le volume et écouta attentivement. Derrière les parasites, il y avait définitivement une voix, ou peut-être plusieurs voix. Elle parlait trop bas ou trop déformée pour qu'il puisse comprendre les mots. Mais le rythme suggérait une conversation, et de temps en temps, quelque chose devenait clair. Des nombres. Il entendit ce qui ressemblait à un numéro de plaque d'immatriculation ou peut-être à un numéro d'identification de camion. Puis plus de parasites, puis une autre séquence de nombres. Il attrapa le micro de sa CB et appuya sur le bouton. Ici King Cannon sur le 19. Quelqu'un d'autre entend ces interférences ? La réponse vint du conducteur plus âgé dont le camion était garé juste à côté du sien. Ouais, je l'entends. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils disent, mais on dirait qu'ils lisent des nombres. Ces nombres ne sont pas aléatoires, intervint le jeune conducteur. La dernière séquence correspondait au format des plaques commerciales du Texas. 7 caractères, commençant par T. Zeb sentit les poils de sa nuque se dresser. Il descendit de sa cabine et marcha vers l'endroit où les 2 autres conducteurs se tenaient. Tous les 3 écoutaient maintenant les étranges transmissions sur leur radio CB, qui semblaient devenir plus fortes. Les parasites pulsaient et s'estompaient. Et dans ces moments de clarté, ils pouvaient entendre des fragments de ce qui ressemblait à un dispatch donnant des instructions, des numéros de route, des bornes kilométriques, des heures, et toujours ces numéros d'identification prononcés d'une voix monocorde qui semblait presque mécanique. « Ça me donne la chair de poule », dit le jeune conducteur. « C'est comme écouter des camionneurs fantômes ou quelque chose comme ça. » Le conducteur plus âgé ne rit pas. « Je roule sur ces routes depuis 30 ans, dit-il. Et j'ai entendu des histoires sur des choses comme ça. Des transmissions CB étranges, des lectures de balance qui n'ont pas de sens, des camions qui apparaissent là où ils ne devraient pas être. » Des histoires, demanda Zeb, essayant de garder sa voix stable. Quel genre d'histoire ? Le genre de choses dont les gens ne veulent pas parler en plein jour, répondit le conducteur plus âgé. Des conducteurs disparus, des camions qui disparaissent des suivis GPS, des accidents qui se produisent dans des endroits où il ne devrait pas y avoir d'accident. Mon dispatch m'en a parlé une fois après quelques verres. Il a dit qu'il y a des parties de ces autoroutes où les choses ne fonctionnent pas comme elles le devraient. Avant que Zeb ne puisse répondre,
l'officier Langford émergea du bureau de la station de pesée. Il marchait vers eux avec une expression que Zeb ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Pas exactement inquiet. Plutôt comme quelqu'un à qui on venait de dire quelque chose qu'il n'arrivait pas tout à fait à croire, mais qu'il ne pouvait pas non plus ignorer. « Messieurs, dit Langford lorsqu'il les rejoignit, j'ai été au téléphone avec le laboratoire de métrologie de l'État. Ils disent que la balance a été calibrée il y a 3 jours et a passé tous les tests. Ils disent aussi que ce que vous décrivez, ce que je vois sur mon affichage, n'est pas possible. Et pourtant, nous sommes là, dit Zeb. » Langford hocha la tête. « Et pourtant, nous sommes là. Ils envoient un technicien, mais ça va prendre au moins 2 heures. En attendant, j'ai besoin que vous restiez garés ici. N'essayez pas de partir de la station. Ne repassez pas sur la balance. Restez simplement en place. Et pour les interférences sur la CB, demanda le conducteur plus âgé. Vous les entendez ? L'expression de Langford changea légèrement. Quelles interférences ? Les 3 conducteurs échangèrent des regards. Langford ne les avait pas entendus. Ou peut-être les entendait-il et ne voulait-il pas l'admettre. Dans les 2 cas, quelque chose n'allait vraiment pas ici, et ça empirait. Zeb retourna à son camion et s'assit sur le siège du conducteur, écoutant les pulsations statiques de sa radio CB. Les nombres continuaient de devenir plus clairs. Des numéros de camions, des plaques d'immatriculation, des bornes kilométriques, et quelque chose d'autre. Quelque chose qui lui glaça le sang. L'un des nombres était le numéro d'identification de son propre camion. Il attrapa le micro. Quelqu'un d'autre vient d'entendre son numéro de camion sur la CB ? Un silence. Puis la voix du conducteur plus âgé revint, tendue. « Ouais, le mien vient de passer. »« Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» Le jeune conducteur ne répondit pas. Zeb regarda vers son camion et le vit debout à l'extérieur, fixant quelque chose au loin. Quelque chose au-delà des lumières de la station de pesée, dans l'obscurité de la nuit du Texas Panhandle. « Qu'est-ce que tu regardes ?» demanda Zeb. Le jeune conducteur pointa du doigt. « Là-bas, sur l'autoroute. Tu vois ça ?» Zeb regarda dans la direction indiquée. Au début, il ne vit que l'obscurité et la lueur lointaine des derricks pétroliers. Puis il les vit. Des lumières. Des feux de position rouge et des feux de route. Le genre que chaque camion commercial possède. Ils avançaient lentement sur l'autoroute, venant du nord. Un convoi, dit Zeb. Probablement 3 ou 4 camions. Regarde-les, dit le jeune conducteur. Juste regarde. Zeb observa. Les lumières se rapprochaient, roulant à environ 80 km/h. En s'approchant de la zone de la station de pesée, Zeb s'attendait à ce qu'il ralentisse et s'arrête. Les panneaux portatifs étaient allumés, impossible à manquer. Mais le convoi ne ralentit pas. Il passa devant la station à la même vitesse régulière, assez près pour que Zeb puisse distinguer les formes des camions eux-mêmes. C'étaient des modèles plus anciens, pas des antiquités, mais définitivement pas neufs. Le genre de camion qu'on aurait pu voir sur ces autoroutes il y a 10 ou 15 ans, avant que l'aérodynamisme et l'efficacité énergétique ne deviennent les principaux facteurs de conception des camions. Et ils étaient tous identiques. Même modèle, même couleur, même configuration, comme si quelqu'un avait commandé une flotte et les avait tous peints de la même manière. Ces camions ne se sont pas arrêtés, dit le conducteur plus âgé. Ils s'étaient approchés pour les rejoindre. Ils étaient censés s'arrêter. Peut-être qu'ils n'ont pas vu les panneaux, suggéra Zeb. Mais il n'y croyait pas lui-même. Ils les ont vus, dit le conducteur plus âgé. Ils s'en fichaient ou ne pouvaient pas s'arrêter, ou quelque chose comme ça. L'officier Langford les avait vus aussi. Il se tenait maintenant à l'extérieur du bureau de la station de pesée, regardant l'autoroute où les lumières disparaissaient dans le lointain. Il sortit sa radio et dit quelque chose dedans. Trop silencieux pour que Zeb puisse entendre. Puis il marcha vers l'endroit où les 3 conducteurs se tenaient. « Avez-vous bien vu ces camions ?» demanda-t-il. « Des modèles plus anciens, » dit Zeb. On dirait qu'ils étaient tous identiques, roulant en formation serrée. « Avez-vous vu des identifications, des noms de compagnie, des numéros ?» Les 3 conducteurs secouèrent la tête. Langford avait l'air troublé. Il resta silencieux un moment, puis sembla prendre une décision. « Je vais être franc avec vous, » dit-il. « Parce que je pense que vous méritez de savoir dans quoi vous êtes impliqué ici. Ces camions que vous venez de voir,
Ils ont été signalés roulant sur ce tronçon d'autoroute depuis les 3 dernières semaines. Toujours la nuit, toujours dans la même formation, toujours en direction du sud. Nous avons essayé de les arrêter 2 fois. Les 2 fois, ils ont simplement continué à rouler comme s'ils ne pouvaient pas nous voir ou s'en fichaient. Vous dites qu'ils roulent illégalement, demanda le jeune conducteur. Je dis qu'ils ne roulent peut-être pas du tout, dit Langford. La patrouille d'État les a suivis par GPS les 2 fois. Ils apparaissent sur l'autoroute, roulent sur environ 65 km, puis disparaissent. Pas comme s'ils s'étaient arrêtés ou avaient tourné. Ils disparaissent simplement du suivi. Aucun sortie prise, aucune preuve qu'ils aient jamais quitté la route. Ils sont juste partis. Zeb sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. « Qu'est-ce que vous nous dites » demanda-t-il. « Je vous dis que quelque chose d'étrange se passe sur ce tronçon d'autoroute, dit Langford. Anomalie de balance, interférence sur la CB, camions qui apparaissent là où ils ne devraient pas être. L'État essaie de comprendre, mais jusqu'à présent, personne n'a d'explication qui tienne la route. Alors, que faisons-nous ? Demanda le conducteur plus âgé. Pour l'instant, vous attendez, dit Langford. Comme je l'ai dit, le technicien arrive pour vérifier la balance. Quand il aura terminé, je vous laisserai tous partir et vous pourrez reprendre votre route. Mais j'ai besoin que vous signaliez tout autre phénomène inhabituel que vous verrez ou entendrez. N'importe quoi. Langford retourna vers le bureau, laissant les 3 conducteurs debout dans l'air froid de novembre. Les parasites sur la CB continuaient leur pulsation rythmique, et quelque part dans le lointain, Zeb crut encore voir des lumières bouger sur l'autoroute. Mais quand il regardait directement, elles disparaissaient. Il consulta sa montre. Il était 1h30 du matin, et quelque chose lui disait que ce serait une très longue nuit. Le technicien du laboratoire de métrologie de l'État arriva à 3h15 du matin, conduisant un fourgon blanc avec des marquages officiels de l'État. C'était une femme dans la quarantaine, portant une mallette métallique remplie d'équipements de diagnostic et arborant une expression qui indiquait qu'elle avait été réveillée pour cette intervention. Son badge indiquait Perlen Arbogue, et elle se mit immédiatement au travail sans beaucoup de conversation. Zeb l'observa depuis sa cabine pendant qu'elle installait son équipement autour de la plateforme de la balance. Les 2 autres conducteurs s'étaient également retirés dans leur camion, essayant de se reposer en attendant. Les parasites sur la CB continuaient leur pulsation rythmique, et de temps en temps, Zeb entendait des fragments de voix perçant à travers. Plus de nombres, plus de bornes kilométriques, toujours cette même voix monocorde qui lui donnait la chair de poule. Arbogue passa environ 40 minutes à effectuer des diagnostics sur la balance, vérifiant les poids de calibration et examinant les capteurs de charge sous la plateforme. Zeb pouvait la voir froncer les sourcils en regardant l'écran de son ordinateur portable, secouant la tête comme si les chiffres n'avaient aucun sens. Finalement, elle se dirigea vers le bureau de l'officier Langford, et ils eurent une conversation qui dura peut-être 10 minutes. À travers la vitre, Zeb pouvait les voir regarder l'ordinateur portable, puis la balance, puis à nouveau l'ordinateur portable. Lorsqu'Arbogue sortit, elle se dirigea directement vers le camion de Zeb. Il baissa sa vitre. « Monsieur Quincan, dit-elle, j'ai besoin que vous repassiez sur la balance une fois de plus, mais cette fois, je veux que vous fassiez exactement ce que je vous dis. Avancez très lentement jusqu'à ce que je vous fasse signe de vous arrêter. » Zeb démarra son moteur et fit avancer le camion sur la plateforme de la balance. Arbogue se tenait au bord avec un appareil portatif, observant à la fois l'appareil et l'affichage de la balance visible à travers la fenêtre du bureau. Elle leva la main lorsque les essieux moteurs étaient sur la plateforme. « Arrêtez-vous là » appela-t-elle. « Maintenant, avancez encore de 60 cm. » Il obéit. Elle vérifia à nouveau son appareil, puis lui fit avancer par petits incréments jusqu'à ce que tout le camion et la remorque aient traversé la balance. À chaque fois qu'elle vérifiait ses lectures, son froncement de sourcils s'accentuait. Lorsque Zeb eut entièrement quitté la balance, elle revint à sa fenêtre. « Votre camion pèse exactement ce qu'il devrait selon votre manifeste, dit-elle. 19 000 kg, à 25 kg près pour la consommation de carburant. Donc, la balance fonctionne correctement, demanda Zeb. La balance fonctionne parfaitement, dit Arbogue. C'est le problème. Lorsque vous étiez immobile sur la plateforme plus tôt, le poids augmentait. Mais maintenant que nous faisons des passages contrôlés avec mon équipement calibré qui surveille tout, le poids est normal. Qu'importe ce qui causait l'anomalie, cela ne se produit plus maintenant. Ça n'a aucun sens,
dit Zeb. Non, ça n'en a pas, convint Arbogh. Mais je ne trouve rien qui cloche avec la balance. Les capteurs de charge sont calibrés. L'électronique fonctionne normalement, et il n'y a aucune interférence de sources externes que je puisse détecter. Qu'importe ce que vous avez vécu plus tôt, je ne peux pas le reproduire. Elle retourna à son fourgon et commença à ranger son équipement. L'officier Langford vint parler aux 3 conducteurs, qui s'étaient tous rassemblés à l'extérieur de leur camion maintenant qu'il semblait qu'ils allaient enfin être libérés. La balance est en ordre, dit Langford. Madame Arbogh ne trouve rien qui cloche. Donc, officiellement, vous êtes tous autorisés à reprendre la route, mais je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. Si vous rencontrez d'autres phénomènes inhabituels sur la route ce soir, je veux que vous les signaliez. Appelez le dispatch de la patrouille d'État, dites-leur ce que vous avez vu, et mentionnez mon nom. Vous pensez que quelque chose d'autre va se produire, demanda le conducteur plus âgé. Langford resta silencieux un moment. Je pense que ce qui se passe ici n'est pas terminé, et je pense que vous 3 vous êtes retrouvés au milieu de tout ça pour une raison. Quelle raison, demanda Zeb. Si je le savais, je dormirais probablement mieux, dit Langford. Restez simplement vigilants et méfiez-vous de ces camions que nous avons vus plus tôt. Si vous les revoyez, n'essayez pas de les suivre. N'essayez pas de les contacter sur la CB. Notez simplement l'heure et l'endroit et continuez à rouler. Les 3 conducteurs échangèrent des regards. Personne ne voulait dire à voix haute ce qu'ils pensaient tous, cette situation entière semblait fausse, d'une manière qui dépassait les équipements défectueux ou les interférences atmosphériques. Zeb grimpa dans sa cabine et se prépara à reprendre la route. Il était presque 4 heures du matin maintenant, et il avait perdu près de 4 heures à attendre à cette station de pesée. Il devrait pousser fort pour respecter sa fenêtre de livraison à Amarillo, mais au moins, il était de nouveau en mouvement. Il alluma sa CB sur le canal 19 et entendit immédiatement les parasites. Ils étaient plus forts maintenant, plus insistants, et en dessous, cette voix continuait à diffuser des nombres. Il prit la route 287 en direction du sud, regardant dans ses rétroviseurs les lumières de la station de pesée disparaître derrière lui. Les 2 autres camions partirent en même temps. Le conducteur plus âgé prit la tête à environ 400 mètres devant, le jeune conducteur se plaçant derrière Zeb. Ils formèrent un convoi improvisé, aucun d'eux ne voulant être complètement seul sur ce tronçon d'autoroute après ce qu'ils avaient vécu. La route était vide à cette heure, juste 3 roulant dans l'obscurité. Les étoiles étaient toujours épaisses au-dessus, et le paysage n'était que des formes noires sur un ciel légèrement moins noir. Zeb maintint sa vitesse à 105 km/h, surveillant sa jauge de carburant et ses rétroviseurs avec la même attention. À environ 30 km au sud de la station de pesée, la CB grésilla avec la voix du conducteur plus âgé. « Vous voyez ce que je vois devant » Zeb regarda à travers son pare-brise. Au loin, peut-être à 3 km devant, il y avait des lumières, des feux de position rouge et des feux de route se déplaçant à peu près à la même vitesse qu'eux. Le convoi qu'ils avaient vu plus tôt, ou un autre comme lui. « Je les vois » dit Zeb dans sa CB. On dirait 5 ou 6 camions roulant ensemble. Les mêmes qui ont passé la station de pesée, ajouta le jeune conducteur. Ça doit être ça, dit Zeb. Il ne peut pas y avoir autant de camions identiques roulant sur cette route la nuit. Ils réduisirent lentement la distance, leur convoi de 3 rattrapant le convoi devant. En se rapprochant, Zeb pouvait distinguer plus de détails. Les camions étaient définitivement des modèles plus anciens, probablement âgés de 15 ou 20 ans. Ils roulaient sans aucune marque de compagnie qu'ils pouvaient voir. Juste une peinture sombre qui semblait noire ou peut-être bleu foncé à la lumière des étoiles. Tous identiques, maintenant exactement la même vitesse et le même espacement. Ça me rend nerveux, dit le jeune conducteur sur la CB. Devons-nous les dépasser ou rester en arrière ? Rester en arrière, dit le conducteur plus âgé. Souvenez-vous de ce que l'officier a dit. Juste observer et signaler. Mais ils n'eurent pas à prendre cette décision, car le convoi devant accéléra soudainement. Pas progressivement, mais tous en même temps, comme s'ils avaient tous appuyé sur l'accélérateur au même moment précis. En quelques secondes, ils s'étaient éloignés, leur lumière devenant lointaine. Vous avez vu ça, dit Zeb dans sa CB. Ils ont tous accéléré exactement au même moment. Comme s'ils étaient coordonnés, dit le conducteur plus âgé. Ou comme s'ils étaient tous contrôlés par la même personne. Ou comme s'ils n'étaient pas contrôlés par des personnes du tout, ajouta le jeune conducteur, sa voix tendue. Zeb n'aimait pas cette idée, mais il ne pouvait pas s'en défaire.
la manière dont ces camions s'étaient déplacés, parfaitement synchronisés, ne semblait pas être des conducteurs humains réagissant aux conditions de la route. Cela semblait chorégraphié, mécanique. Il vérifia son GPS et vit qu'il approchait du repère kilométrique 234. Le convoi devant était déjà passé au repère 236, s'éloignant rapidement. Puis, alors qu'il regardait l'écran de suivi GPS, quelque chose d'impossible se produisit. Le convoi disparut. Pas comme s'ils avaient tourné ou pris une sortie. Le suivi GPS les montrait simplement là une seconde, et disparut la suivante. Zeb attrapa le micro de sa CB. « Vous avez vu ça sur le GPS ? Ils viennent de disparaître. »« Je l'ai vu », confirma le conducteur plus âgé. Ils étaient là, puis ils n'y étaient plus. Aucune sortie, aucun virage, juste parti. C'est exactement ce dont parlait l'officier, dit le jeune conducteur. Ils disparaissent du suivi. Comment est-ce même possible ? L'esprit de Zeb tournait à toute vitesse. Les interférences GPS pouvaient faire disparaître le suivi, mais ils auraient tous dû perdre le signal exactement au même moment. Un équipement de brouillage peut-être, mais pourquoi quelqu'un prendrait-il cette peine juste pour cacher les mouvements de camions ? À moins qu'il ne transporte quelque chose qui devait rester complètement hors réseau. « Je m'arrête », annonça le conducteur plus âgé. « Quelque chose ne va pas, et je veux vérifier mon équipement. » Zeb vit les feux stop du conducteur plus âgé s'allumer, et il se gara sur l'accotement derrière lui. Le jeune conducteur fit de même. Les trois camions étaient là, au ralenti sur le bas-côté de la route 287, entourés par l'obscurité vide. Le conducteur plus âgé descendit de sa cabine et marcha vers le camion de Zeb. Dans sa main, il portait quelque chose, mais Zeb ne put distinguer ce que c'était jusqu'à ce que le conducteur plus âgé s'approche. C'était un petit appareil GPS, du genre portable que les amateurs de plein air utilisent. « Je garde ça en secours », dit le conducteur plus âgé. Il n'est connecté à aucun réseau, il capte simplement les signaux satellites directement. « Regardez ça ». Il montra l'écran à Zeb. Le GPS indiquait leur position actuelle avec précision, affichant la route 287 et le terrain environnant. Mais il y avait autre chose sur l'écran, une ligne pointillée qui suivait la route 287 sur environ 65 km, commençant autour du repère 225 et se terminant près du repère 265. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda Zeb. « C'est ça, » dit le conducteur plus âgé. Ce GPS a une fonction qui montre les itinéraires historiques, des endroits où il a enregistré des mouvements auparavant. Je roule sur cette autoroute depuis des années et je n'ai jamais vu cette ligne pointillée, mais elle est apparue sur mon écran il y a environ 2 heures, juste au moment où nous sommes arrivés à la station de pesée. Le jeune conducteur les avait rejoints maintenant, et il regardait aussi le GPS. Ce n'est pas sur les données cartographiques normales, dit-il. C'est comme une route fantôme ou quelque chose comme ça. Je pense que les camions que nous avons vus roulent sur cette route, quelle qu'elle soit, dit le conducteur plus âgé. Qu'il s'agisse d'une route ou de quelque chose d'autre, je ne sais pas. Mais ces camions la suivent. Ils restèrent là un moment. 3 camionneurs sur le bas-côté d'une autoroute sombre, essayant de donner un sens à quelque chose qui défiait toute explication rationnelle. Les parasites sur la CB continuaient de pulser depuis l'intérieur du camion de Zeb, et il pouvait entendre des fragments de cette voix diffusant toujours des nombres. « Je veux vérifier quelque chose, » dit Zeb. Il grimpa dans sa cabine et attrapa le micro de sa CB, changeant de canaux jusqu'à ce qu'il trouve un canal relativement clair de parasites. Puis il appuya sur le micro. Ici King Cannon appelant tout trafic en direction sud sur la 287. Y a-t-il quelqu'un qui m'entend ? Un silence. Il réessaya sur un canal différent. Toujours rien. L'autoroute semblait complètement vide, à part eux trois. Puis, sur le canal 19, une voix se fit entendre. Pas la voix monocorde qu'ils avaient entendue dans les parasites, mais une voix humaine réelle. Masculine, plus âgée, avec un accent texan. Ici, en direction sud sur la 287, dit la voix. Allez-y, Cancan. Zeb sentit un soulagement en entendant un autre conducteur. Où êtes-vous, conducteur ? Nous sommes garés autour du repère 234, et nous n'avons pas vu d'autre trafic depuis la dernière heure. Un silence. Mon GPS indique le repère 241. Je devrais vous dépasser dans 1 minute. Les 3 conducteurs regardèrent vers le nord, guettant des phares. Rien. L'autoroute était complètement vide dans les 2 directions. Nous ne vous voyons pas, dit Zeb dans la CB.
Vous êtes sûr d'être sur la 287 ? Je suis dessus depuis Dumas, répondit la voix. En direction sud vers Amarillo. Vous avez des problèmes d'équipement ? Quelque chose comme ça, dit Zeb. Vous voyez d'autres camions ? Peut-être un convoi de 5 ou 6 roulant ensemble. Un autre silence. Plus long cette fois. Négatif pour le convoi. Je n'ai pas vu d'autres véhicules commerciaux depuis environ 65 km. Vous êtes sûr d'être sur la 287 ? Zeb sentit sa bouche devenir sèche. Oui, j'en suis sûr. Nous regardons tous notre GPS en ce moment. Repère 234, route 287, Texas. C'est là où je suis. Moi aussi, dit la voix. Mais je vous dis, je ne vois personne. Juste une autoroute vide. Le conducteur plus âgé attrapa le micro de la CB des mains de Zeb. Conducteur, c'est urgent. Quel est votre numéro de camion ? Donnez-moi votre nom de compagnie et votre identification. La voix sur la CB ne répondit pas immédiatement. Lorsqu'elle revint, il y avait quelque chose de différent. Quelque chose qui fit dresser les poils de la nuque de Zeb. Unité des 7482X roulant pour Panhandle Express. Et les gars, je dois vous dire, c'est étrange. Ma CB capte des interférences toute la nuit. Des voix dans les parasites qui lisent des nombres. Vous entendez ça aussi ? C'était le numéro de camion de Zeb. T7482X, son unité, sa compagnie. Mais ce n'était pas lui qui parlait sur la CB. Quelqu'un d'autre utilisait son identifiant. Le visage du conducteur plus âgé devint pâle. C'est son numéro de camion, dit-il, pointant vers Zeb. Cette voix vient de donner ton numéro de camion. Zeb attrapa le micro. Qui est-ce ? Comment connaissez-vous mon numéro d'unité ? La voix sur la CB ne répondit pas directement. Au lieu de cela, elle dit quelque chose qui glaça le sang de Zeb. Je suis là où vous allez être. Repère 241. Vous me dépasserez dans environ 6 minutes si vous reprenez la route. Mes conducteurs, voici un conseil. Lorsque vous arriverez à la station de pesée autour du repère 258, ne vous arrêtez pas. Quoi que vous fassiez, ne vous arrêtez pas, continuez simplement et ne regardez pas en arrière. Nous avons déjà passé une station de pesée, dit Zeb. En arrière au repère 22, il n'y a pas de station à 258. Il y en a une ce soir, dit la voix. Et croyez-moi, vous ne voulez pas savoir ce qui arrive aux conducteurs qui s'y arrêtent. La CB redevint silencieuse, à part les parasites. Zeb essaya de rappeler, changeant de canot, mais n'obtint aucune réponse. Les 3 conducteurs se tinrent là, dans l'air froid de novembre, chacun assimilant ce qu'ils venaient d'entendre. Ça ne peut pas être vrai, dit le jeune conducteur. Il n'y a pas de station de pesée au repère 258. J'ai roulé sur cet itinéraire une centaine de fois. Laisse-moi vérifier, dit le conducteur plus âgé. Il sortit son téléphone et ouvrit une application de camionnage qui montrait les emplacements des stations de pesée. Il fit défiler les listes pour la route 287, puis regarda avec une expression troublée. Il n'y a pas de station de pesée permanente à 258, mais il pourrait y avoir une station portative comme celle que nous venons de quitter. La voix a dit, ne vous arrêtez pas, dit Zeb. Pourquoi quelqu'un nous avertirait de ne pas nous arrêter à une station de pesée ? Parce que peut-être que ce n'est pas vraiment une station de pesée, dit doucement le conducteur plus âgé. Peut-être que c'est autre chose, quelque chose qui ressemble à une station de pesée. Ils laissèrent cette pensée planer dans l'air un moment. L'esprit de Zeb tournait à toute vitesse, chaque possibilité étant plus troublante que la précédente. Des voleurs de cargaison installant de fausses stations de pesée pour arrêter les camions. Cela arrivait parfois, bien que généralement sur des routes plus isolées. Mais la voix sur la CB connaissait son numéro de camion, savait qu'ils arrivaient. Comment était-ce possible, à moins que quelqu'un ne les surveille ? Je dis qu'on appelle la patrouille d'État, dit le jeune conducteur. Disons-leur ce que nous venons d'entendre. Qu'ils vérifient le repère 258 avant qu'on y arrive. Zeb sortit son téléphone, mais il n'avait toujours pas de réseau. Il en était de même pour les 2 autres conducteurs. Ils étaient dans une zone morte, assez courante dans le Texas Panhandle, mais le timing semblait délibéré. Nous devons prendre une décision, dit le conducteur plus âgé. Nous sommes à environ 40 km du repère 258. Nous pouvons rester ici et attendre le jour, ou nous pouvons reprendre la route et voir ce qui nous attend.
Je dois faire ma livraison, dit Zeb. Je suis déjà 4 heures en retard. Si j'attends jusqu'au jour, je vais complètement rater ma fenêtre. Moi aussi, dit le jeune conducteur. Mais je ne roule pas non plus vers un piège. Le conducteur plus âgé réfléchit un moment. Voici ce que nous faisons. Nous restons ensemble, les 3 camions roulant en convoi. Nous approchons du repère 258 lentement, et si nous voyons quoi que ce soit qui semble suspect, quoi que ce soit, nous ne nous arrêtons pas. Nous passons directement et nous appelons la patrouille d'État dès que nous retrouvons le réseau téléphonique. C'était un plan raisonnable, aussi raisonnable que possible dans les circonstances. Les 3 conducteurs grimpèrent dans leur cabine et se mirent sur l'autoroute, roulant en formation serrée. Le conducteur plus âgé prit la tête. Zeb au milieu, le jeune conducteur fermant la marche. Le repère 235 passa, puis 236. Zeb continua de guetter le convoi de camions sombres devant, mais l'autoroute resta vide. Son GPS fonctionnait normalement maintenant, ne montrant aucune route fantôme ou anomalie, juste la ligne droite de la route 287 traversant l'obscurité du Texas Panhandle. Au repère 240, la CB grésilla à nouveau. Cette fois, c'était la voix monocorde qu'ils avaient entendue dans les parasites plus tôt, mais maintenant elle était parfaitement claire. Aucune interférence. Un convoi en direction sud approchant le repère 245. 3 unités recommandent une déviation vers un itinéraire secondaire. Qui est-ce ? Demanda Zeb dans sa CB. Quel itinéraire secondaire ? Le repère 2 de FD8 est compromis. Le protocole d'inspection primaire est actif. Toutes les unités doivent se dévier vers l'itinéraire secondaire au repère 245. Zeb regarda son GPS. Il n'y avait pas de sortie au repère 245, juste une autoroute vide s'étendant dans l'obscurité. Mais en approchant du repère 245, il vit quelque chose qui le fit ralentir instinctivement. Il y avait des lumières à environ 400 mètres de l'autoroute. Pas les lumières d'une ville ou d'une aire de repos, mais un groupe de lumières qui semblait provenir de véhicules. Beaucoup de véhicules. Vous voyez ça ? Demanda le conducteur plus âgé sur la CB. Je le vois, confirma Zeb. Qu'est-ce que c'est ? C'est là où va la route fantôme, dit le conducteur plus âgé. Regardez votre GPS. C'est cette ligne pointillée que je vous ai montrée plus tôt. Elle se sépare juste ici. Zeb vérifia son GPS. Le conducteur plus âgé avait raison. La étrange ligne pointillée qui apparaissait sur le GPS de secours se détachait de la route 287 au repère 245, se dirigeant vers l'est dans une campagne vide. Nous ne la suivons pas, dit le jeune conducteur. Et il y avait de la peur dans sa voix maintenant. Quoi que ce soit là-bas, nous n'y allons pas. D'accord, dit Zeb. Nous restons sur l'autoroute. Mais alors qu'il passait le repère 245, Zeb ne put s'empêcher de regarder vers ces lumières lointaines. Et à ce moment-là, il les vit. Le convoi de camions sombres, 5 ou 6 d'entre eux, se déplaçant à travers le paysage parallèle à l'autoroute. Il n'était sur aucune route qu'il pouvait voir, se déplaçant simplement à travers la campagne ouverte comme s'il suivait un chemin invisible. La CB explosa de parasites, et à travers vinrent des voix. Plusieurs voix maintenant, toutes parlant en même temps. Certaines donnaient des instructions d'itinéraire. D'autres lisaient des numéros de camions et des manifestes de cargaison. Et en dessous de tout cela, il y avait un son que Zeb ne pouvait pas tout à fait identifier. Quelque chose de mécanique et rythmique qui lui faisait mal aux dents. Quelque chose ne va pas, dit le conducteur plus âgé sur la CB. Mon camion tire vers la droite. Je perds la direction. Moi aussi, dit le jeune conducteur. C'est comme si quelque chose me tirait hors de la route. Zeb le sentit aussi. Son volant essayait de tourner à droite, tirant vers ce groupe de lumière au loin. Il serra le volant plus fort, luttant pour garder le camion sur l'autoroute. Mais la traction devenait plus forte, comme si une force invisible essayait de les tirer hors de la chaussée. Résistez, dit Zeb dans la CB. Ne lâchez pas le volant. J'essaie, dit le jeune conducteur, sa voix tendue. Mais c'est fort. C'est vraiment fort. Le camion de Zeb déviait maintenant sur la ligne de démarcation, les pneus du côté droit touchant l'accotement. Il tourna brusquement le volant vers la gauche et enfonça l'accélérateur, essayant de forcer le passage à travers cette force qui les tirait. Son moteur rugit et le camion bondit en avant sur la chaussée. Derrière lui, il pouvait voir le camion du jeune conducteur déraper alors qu'il luttait contre la même traction invisible.
La remorque oscillait largement, menaçant de faire un tête-à-queue. Le conducteur plus âgé avait pris de l'avance, son camion zigzagant, mais restant principalement sur la route. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, la traction cessa. Les 3 camions se redressèrent, roulant normalement à nouveau. Zeb vérifia ses rétroviseurs et vit le repère 246 passer. Ils avaient traversé ce que c'était. « Tout le monde va bien ?» demanda le conducteur plus âgé sur la CB. « Je vais bien » dit Zeb, son cœur battant toujours. « Trop près ?» convint le jeune conducteur. Qu'est-ce que c'était que ça? Personne n'avait de réponse. Zeb regarda son GPS et vit qu'ils étaient à 20 km du repère 258, à 20 km de l'avertissement que la voix sur la CB avait essayé de leur donner. Et quelque part dans l'obscurité derrière eux, ces lumières étaient toujours visibles, toujours regroupées à l'endroit où la route fantôme menait. L'autoroute s'étendait devant eux dans l'obscurité, et Zeb avait la distincte impression que la nuit était loin d'être terminée. Les repères 250 et 251 passèrent en silence. Les 3 camions maintenaient leur formation de convoi, aucun des conducteurs ne voulant briser le silence radio après ce qu'ils venaient de vivre. Zeb gardait les 2 mains sur le volant, ses yeux passant constamment entre la route devant lui, ses rétroviseurs et l'affichage de son GPS. Le paysage autour d'eux était inchangé, juste la même obscurité plate du Texas panhandle s'étendant sans fin dans toutes les directions. Mais quelque chose avait changé. Zeb pouvait le sentir dans ses tripes. Cet instinct que l'on développe après des années de conduite de camion. La manière dont l'air semblait différent à travers les bouches d'aération. La manière dont l'obscurité semblait plus épaisse, d'une certaine façon. Il avait roulé sur ce tronçon une centaine de fois. Et ça n'avait jamais ressenti comme ça. Jamais ressenti comme si l'autoroute elle-même les observait. Au repère 252, le conducteur plus âgé rompit le silence. Ma jauge de carburant vient de chuter d'un quart de réservoir. Ce n'est pas possible. J'ai fait le plein à Dumas avant de partir. Zeb vérifia sa propre jauge. Il avait eu les 3/4 d'un réservoir lorsqu'ils avaient quitté la station de pesée. Maintenant, elle indiquait juste un peu plus de la moitié. Moi aussi, dit-il. J'ai perdu environ 1/8 de réservoir en 10 minutes. Pareil ici, confirma le jeune conducteur. Soit nous avons tous eu une fuite en même temps, soit quelque chose ne va pas avec nos jauges. Ou nous roulons depuis plus longtemps que nous ne le pensons, dit le conducteur plus âgé. Vérifiez vos horloges. Zeb regarda l'horloge de son tableau de bord. Elle indiquait 4h37. Il sortit son téléphone pour comparer, mais l'écran était éteint malgré une batterie pleine affichée auparavant. Il essaya sa montre à la place. 4h52, 15 minutes de différence entre l'horloge de son camion et sa montre. Mes horloges ne correspondent pas, dit Zeb dans la CB. Le tableau de bord indique 4h37, la montre indique 4h52. Le tableau de bord indique 4h39, rapporta le conducteur plus âgé. Ma montre indique 5h01. Nous perdons du temps quelque part. La voix du jeune conducteur revint, tendue par une panique à peine contrôlée. Les gars, mon odomètre. Regardez vos odomètres. Zeb vérifia. Lorsqu'il avait quitté la station de pesée au repère 212, son odomètre de trajet indiquait 6190 km. Maintenant, il indiquait 6234. Il avait roulé 44 km. Mais selon les repères kilométriques qu'ils avaient passés, ils étaient au repère 252. Cela ne faisait que 40 km depuis la station de pesée. J'ai 4 km en plus, dit Zeb. Des kilomètres qui n'existent pas sur l'autoroute. 6 km en plus pour moi, dit le conducteur plus âgé. Où avons-nous roulé ces kilomètres? Personne ne voulait répondre à cette question. L'implication était trop troublante. Ils avaient d'une manière ou d'une autre roulé des kilomètres qui ne correspondaient à aucune distance réelle sur la route 287. Des kilomètres qui existaient quelque part ailleurs, sur une autre route qui ne devrait pas être là, devant eux dans l'obscurité. Zeb vit des lumières. Pas le groupe lointain qu'ils avaient vu au repère 245, mais des lumières directement sur l'autoroute. Des projecteurs brillants. Le genre utilisé sur les chantiers de construction ou les postes d'inspection. Le genre utilisé dans les stations de pesée. C'est ça, dit le jeune conducteur. Le repère 258. La station dont la voix nous a avertis. En s'approchant, Zeb pouvait distinguer plus de détails. Cela ressemblait exactement à la station de pesée portative où il s'était arrêté plus tôt.
Même type de bâtiment, même configuration de lumière et de plateforme de pesée. Même les panneaux semblaient identiques. Tous les véhicules commerciaux doivent s'arrêter. Que faisons-nous ? Demanda le jeune conducteur. La voix du conducteur plus âgé était ferme mais sombre. Nous la dépassons comme convenu. Ne ralentissez pas. Ne vous arrêtez pas. Ne la regardez même pas trop. Continuez simplement. La vitesse de Zeb était de 105 km/h. Il garda son pied fermement sur l'accélérateur alors que la station de pesée approchait. Dans sa vision périphérique, il pouvait voir des figures se déplacer autour des bâtiments, des personnes portant ce qui semblait être des gilets à haute visibilité. Tout semblait normal, juste une opération d'hôte régulière, sauf pour une chose. La plateforme de pesée elle-même brillait, non pas en réfléchissant les projecteurs, mais en émettant une lueur verdâtre qui semblait provenir de l'intérieur même du métal. Et alors qu'il se rapprochait, Zeb pouvait voir que les figures qui se déplaçaient ne bougeaient pas tout à fait correctement. Leurs mouvements étaient trop fluides, trop synchronisés, comme des marionnettes contrôlées par les Memphis. « Ne les regardez pas », dit brusquement le conducteur plus âgé. Les yeux sur la route. Conduisez simplement. Le camion de tête, celui du conducteur plus âgé, passa devant la station de pesée sans ralentir. Zeb suivit, son cœur battant alors qu'il roulait devant l'entrée. Dans son rétroviseur, il pouvait voir les figures se retourner pour les regarder passer, leurs mouvements parfaitement synchronisés. Toutes se tournèrent exactement au même moment, leur tête suivant les camions avec une précision mécanique. Le jeune conducteur passa en dernier, et Zeb l'entendit halter sur la CB. « Vous avez vu leur visage ? » Ils n'avaient pas de visage, juste une police là où les visages devraient être. « Continuez à conduire », ordonna le conducteur plus âgé. « Ne pensez pas à ça, conduisez simplement. » Mais Zeb l'avait vu aussi. Dans ce bref instant où les projecteurs avaient frappé les figures sous le bon angle, il avait vu ce dont parlait le jeune conducteur. Des étendues lisses de peau sans traits, sans yeux, ni bouche, ni nez, juste des surfaces vides qui semblaient pourtant les observer. Derrière eux, la station de pesée s'éloignait, mais quelque chose n'allait pas. Zeb vérifia ses rétroviseurs et vit que les lumières ne s'estompaient pas comme elles auraient dû. Au lieu de cela, elles restaient brillantes, maintenant la même intensité même alors que la distance augmentait. Et les figures étaient toujours visibles, se retournant toujours pour les regarder, même si elles auraient dû être trop loin pour être vues clairement. « Ça nous suit », dit le jeune conducteur, sa voix se brisant. « Les lumières nous suivent. » Zeb vérifia à nouveau son rétroviseur. Le jeune conducteur avait raison. La lueur de la station de pesée semblait les suivre, restant visible dans leur rétroviseur comme un projecteur qui refusait de les lâcher. Et sous la lueur, Zeb pouvait voir du mouvement. Des véhicules sortant sur l'autoroute derrière eux. « Nous avons de la compagnie », dit Zeb dans la CB. Plusieurs véhicules sortent de cette station. On dirait 5 ou 6 camions. Le convoi, dit le conducteur plus âgé. C'est eux, les mêmes camions que nous avons vus toute la nuit. Les camions sombres accélérèrent fort, réduisant la distance entre eux et le convoi de 3 camions avec une vitesse impossible. En quelques secondes, ils avaient réduit l'écart de 800 mètres à moins de 400 mètres. Zeb pouvait les voir clairement maintenant dans ses rétroviseurs. Les mêmes camions de modèles plus anciens, la même peinture sombre, le même manque de marque d'identification. Ils se rapprochent vite, dit le jeune conducteur. Vraiment vite, plus vite que ne le devrait un camion chargé. Zeb enfonça l'accélérateur, sentant son Kenworth bondir en avant. Le conducteur plus âgé et le jeune conducteur firent de même. Les 3 camions roulaient maintenant à fond. 110 km/h, 120 km/h, 130 km/h, des vitesses dangereuses avec une charge complète sur une autoroute sombre. Mais l'alternative était pire. Les camions sombres suivirent leur vitesse sans effort, maintenant cet écart d'un quart de mille. Ne gagnant pas, mais ne reculant pas non plus, gardant simplement la distance comme s'ils poussaient les 3 camions vers quelque chose. « Où est la prochaine ville ?» demanda Zeb dans la CB. « Nous devons nous rendre quelque part avec des gens, des lumières, de la police. » Claude est à environ 25 km devant, dit le conducteur plus âgé. Une petite ville, mais il y a une aire de repos pour camions ouverte 24 heures sur 24. Si nous pouvons y arriver, nous serons en sécurité. Si nous pouvons y arriver, dit le jeune conducteur. Les mots planèrent dans l'air comme une malédiction. Zeb vérifia à nouveau sa jauge de carburant et sentit son estomac se nouer. Un quart de réservoir. Il avait perdu un autre quart de réservoir en quelques minutes seulement.
À ce rythme, il serait à sec avant d'atteindre Claude. Mon carburant baisse vite, dit-il dans la CB. Déjà à un quart de réservoir. Pareil ici, confirma le jeune conducteur. Quelque chose aspire notre carburant. C'est comme si les camions brûlaient 2 fois plus qu'ils ne le devraient. Le conducteur plus âgé resta silencieux un moment. Lorsqu'il parla, sa voix était différente. Résigné, presque. Ce n'est pas nos camions, dit-il. C'est la route, ou quoi que ce soit sur laquelle nous sommes. Elle aspire notre énergie. Carburant, temps, distance. Tout est faux ici. Le repère 260 passa, puis le 261. Les camions sombres derrière eux maintenaient leur poursuite implacable, ne gagnant pas mais ne reculant pas non plus. Dans son rétroviseur, Zeb pouvait toujours voir la lueur de la station de pesée, impossiblement lointaine, mais toujours visible, comme une étoile verte brûlant dans l'obscurité. La CB grésilla avec cette voix monocorde. Unité en violation du protocole d'inspection obligatoire. Retour au point de contrôle. Le non-respect entraînera une réponse renforcée. Une réponse renforcée, dit le jeune conducteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils le découvrirent au repère 263. L'autoroute devant commença à scintiller, comme des vagues de chaleur s'élevant du bitume en été. Mais c'était novembre, et la température était dans les 4 degrés Celsius. Le scintillement devint plus intense, et à travers, Zeb pouvait voir quelque chose se former sur la route, quelque chose de solide prenant forme au milieu de l'autoroute. Qu'est-ce que c'est, dit-il dans la CB. C'est une autre station de pesée, dit le conducteur plus âgé, sa voix creuse. C'est la même, repère 258, mais nous l'avons déjà passé. Le conducteur plus âgé avait raison. La station de pesée portative se matérialisait directement devant eux. Les mêmes bâtiments, la même plateforme de pesée brillante, les mêmes figures centrées qui se déplaçaient autour. Ce ne peut pas être la même station, protesta le jeune conducteur. Nous l'avons laissée derrière nous. Nous l'avons passée. Freinez. Hurla le conducteur plus âgé. Tout le monde freine maintenant. Les 3 camions freinèrent simultanément, les freins à air sifflant alors qu'ils luttaient pour ralentir. Mais l'élan de 36 000 kg se déplaçant à 130 km/h ne s'arrête pas rapidement. Ils allaient heurter la station ou la traverser ou quelque chose. Zeb serra le volant et se prépara à l'impact. La station de pesée se précipita vers lui, grandissant dans son pare-brise. Il pouvait voir chaque détail maintenant, les bâtiments portatifs, la plateforme de pesée avec sa lueur verdâtre malsaine, les figures au visage vide se retournant pour regarder son approche. Puis, à la dernière seconde possible, la station disparut. Pas progressivement, mais instantanément, comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur. Un moment, elle était là, solide et réelle et terrifiante. Le moment suivant, il n'y avait rien qu'une autoroute vide s'étendant dans l'obscurité devant. Le camion de Zeb traversa l'espace où la station avait été, ses pneus trouvant un bitume normal. Derrière lui, les 2 autres camions firent de même. Tous les 3 roulant à travers l'air vide où la station avait été des secondes auparavant. Qu'est-ce qui vient de se passer? Halta le jeune conducteur. Ce n'était pas réel, dit Zeb, mais il ne croyait pas ses propres mots. Cela avait semblé réel, avait eu l'air réel, mais d'une manière ou d'une autre, cela avait disparu comme si cela n'avait jamais existé. Ou c'était réel, mais pas solide, dit le conducteur plus âgé. Comme une projection, ou un souvenir d'un endroit qui était ici autrefois. Le repère 265. La jauge de carburant de Zeb était maintenant dans la zone rouge, le voyant d'avertissement brillant sur son tableau de bord. Il lui restait peut-être 15 km avant que ses réservoirs ne soient vides. Claude était encore à 15 km devant. Il coupait cela dangereusement court. Derrière eux, les camions sombres avaient réduit l'écart. Ils étaient maintenant à moins de 100 mètres, assez près pour que Zeb puisse voir plus de détails. Les camions avaient l'air anciens, mais impeccables, comme s'ils venaient de sortir d'une chaîne de montage des décennies auparavant. Pas de poussière de route, pas de marque d'usure, pas de signe d'utilisation réelle. Et dans les sièges des conducteurs, Zeb pouvait voir des figures. Mais comme les figures à la station de pesée, elles étaient fausses. Trop immobiles, trop rigides, assises à des angles que les corps humains ne devraient pas pouvoir maintenir. Ce ne sont pas des personnes, dit Zeb dans la CB. Les conducteurs de ces camions, ils ne sont pas humains. Je sais, dit doucement le conducteur plus âgé. Je l'ai compris il y a environ 30 km.
Qu'importe ce qui conduit ces camions, c'est la même chose qui dirigeait cette station de pesée. La même chose qui a diffusé sur notre CB toute la nuit. Alors, qu'est-ce que c'est ? Exigea le jeune conducteur. Contre quoi courons-nous ? Personne n'avait de réponse. La question resta en suspens alors que le repère 266 passait, puis le 267. Claude aurait dû être visible maintenant. Au moins la lueur des lumières à l'horizon, mais il n'y avait rien devant, à part l'obscurité. Zeb vérifia son GPS. Selon la carte, Claude était juste devant, à moins de 8 km. Mais lorsqu'il regarda à travers son pare-brise, il n'y avait pas de ville. Pas de lumière, pas de bâtiment, rien. Juste une autoroute vide disparaissant dans le noir. La ville n'est pas là, dit-il dans la CB. Le GPS dit que nous devrions voir Claude maintenant, mais il n'y a rien. Elle est là, dit le conducteur plus âgé. Nous ne la voyons simplement pas, ou nous ne pouvons pas la voir. Comme si nous étions sur une autre couche de réalité ou quelque chose comme ça. Ça n'a aucun sens, dit le jeune conducteur. Rien de tout cela n'a de sens, rétorqua le conducteur plus âgé. Mais nous le vivons quand même. Les yeux ouverts, les gars. Nous approchons de quelque chose. Le repère 270. Le voyant d'avertissement de carburant dans le camion de Zeb bipait maintenant, un battement régulier qui correspondait à son rythme cardiaque accéléré. Sa jauge indiquait un 16e de réservoir, peut-être 8 km s'il avait de la chance, et toujours aucun signe de Claude devant. Les camions sombres derrière eux accélérèrent soudainement, réduisant l'écart final en quelques secondes. Ils se placèrent à côté du convoi, 2 camions de chaque côté, les encadrant. Zeb pouvait voir le conducteur du camion roulant parallèle au sien, si conducteur était le bon mot. C'était une forme humaine, mais fausse d'une manière qui lui faisait mal aux yeux de regarder directement. Des proportions qui ne fonctionnaient pas tout à fait, des mouvements trop fluides, une fausseté générale que son cerveau ne pouvait pas tout à fait traiter. La figure tourna la tête pour le regarder. Là où son visage aurait dû être, il y avait cette même étendue vide de peau, sans traits et terrible. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, Zeb savait qu'elle le regardait, l'étudiant, le mesurant pour quelque chose. Puis elle pointa devant. Zeb suivit le geste et vit des lumières apparaître enfin à l'horizon. Mais ce n'étaient pas les lumières dispersées d'une petite ville. Elles étaient trop organisées, trop géométriques, et elles étaient de la même teinte verdâtre malsaine que la plateforme de pesée de la station. Ce n'est pas Claude, dit le conducteur plus âgé. C'est autre chose. Alors qu'il se rapprochait, les lumières se transformèrent en une structure. Elle était énorme, s'étendant sur toute la largeur de l'autoroute et s'étendant loin de chaque côté. Cela ressemblait à une station de pesée, mais à une échelle impossible. Des centaines de plateformes de pesée, des dizaines de bâtiments, et partout cette lueur verte pulsant comme un battement de cœur. Des figures se déplaçaient dans tout le complexe. Des centaines d'entre elles, peut-être des milliers. Toutes sans visage, se déplaçant avec cette même synchronisation contre nature. Et au centre de tout cela se trouvait quelque chose que l'esprit de Zeb refusait de comprendre pleinement. Une structure qui faisait mal à regarder, qui semblait exister dans plus de dimensions que 3. Qui pulsait avec une lumière qui n'était pas tout à fait de la lumière. Nous ne pouvons pas y entrer, dit le jeune conducteur, et il pleurait maintenant. Nous ne pouvons pas. Si nous y entrons, nous n'en ressortirons jamais. Les camions sombres resserrèrent leur formation, forçant le convoi vers l'entrée. Les volants des 3 camions essayèrent de tourner à droite, tirés par cette même force invisible qu'ils avaient ressentie au repère 245, mais cette fois, c'était plus fort. Beaucoup plus fort, presque impossible à résister. Zeb lutta contre le volant de toutes ses forces, ses bras tendus, ses dents serrées. À côté de lui, la figure sans visage dans le camion sombre pointa à nouveau vers le complexe, plus insistant cette fois, et Zeb réalisa avec horreur que la figure essayait de les aider, essayait de les guider non pas dans le complexe, mais à travers. « Suivez-les » hurla-t-il dans la CB. « Les camions sombres, ils nous montrent le chemin. Faites-moi confiance. » Le conducteur plus âgé comprit immédiatement. Il cessa de lutter contre la traction et laissa son camion dériver vers la droite, suivant la trajectoire que les camions sombres indiquaient. Zeb et le jeune conducteur firent de même. Les 3 camions se déplaçant en formation vers le complexe massif. Mais au lieu de tourner vers l'entrée, les camions sombres virèrent à la dernière seconde, les emmenant sur un chemin étroit qui longeait le bord extérieur du complexe. Il était à peine assez large pour un camion,
encore moins s'être roulant en convoi. Les murs du complexe s'élevaient à leur droite, des structures imposantes qui brillaient de cette terrible lumière verte. À leur gauche, il n'y avait rien que l'obscurité, un vide qui semblait descendre à jamais. Ils se faufilèrent dans cet espace impossible, les roues à quelques centimètres du bord, les camions sombres les guidant avec des mouvements précis. Zeb pouvait entendre des grattements alors que sa remorque frottait contre le mur. Il pouvait sentir ses pneus trouver le bord même du chemin. Un faux mouvement et il s'écraserait soit contre le complexe, soit plongerait dans ce vide sans fond. La CB grésillait avec de multiples voix maintenant, toutes parlant en même temps, toutes disant la même chose dans cette voix monocorde. Unité en violation. Retour au traitement. Inspection obligatoire requise. Mais les camions sombres les ignorèrent, pressant en avant à travers le chemin étroit. Et lentement, incroyablement, le complexe commença à s'éloigner derrière eux. La lueur verte s'estompa. Les voix sur la CB devinrent plus faibles. Et devant, Zeb pouvait enfin voir des lumières normales. Le vrai Claude, la ville réelle, émerge de l'obscurité comme si elle avait toujours été là. Les camions sombres accélérèrent une dernière fois, prenant de l'avance sur le convoi et disparaissant dans la nuit. En quelques secondes, ils étaient partis, laissant les 3 camions rouler seuls vers les lumières de Claude. Zeb roulait maintenant sur la réserve, son moteur commençant à tout sauter. Mais l'aire de repos était juste là, à moins d'1 kilomètre devant. Il pouvait voir les logos familiers, les lumières normales, le monde réel revenant au premier plan. Ils entrèrent dans l'aire de repos sur les fumées, les 3 camions roulant jusqu'à s'arrêter aux pompes à carburant. Zeb éteignit son moteur et resta assis là, les mains tremblantes, essayant de traiter ce qu'il venait de survivre. À travers son pare-brise, il pouvait voir les 2 autres conducteurs descendre de leur cabine, ayant l'air aussi bouleversés qu'ils se sentaient. L'aire de repos était normal, merveilleusement, normalement normal. D'autres camionneurs faisant le plein, un employé visible à travers la vitre, tout exactement comme cela aurait dû être. Le parking était éclairé par des lumières au sodium ordinaire, pas cette terrible lueur verte. La CB était silencieuse à part le bavardage normal du trafic. Zeb descendit de sa cabine et marcha vers les autres conducteurs. Ils se rencontrèrent dans l'espace entre les pompes à carburant. 3 hommes qui avaient survécu à quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer. « Est-ce que c'est vraiment arrivé ?» demanda le jeune conducteur. « Dites-moi que nous n'avons pas tous halluciné. »« Vérifiez vos reçus de carburant, » dit le conducteur plus âgé. « Vérifiez vos odomètres et vos horloges. Si nous l'avons halluciné, les chiffres correspondront. » Ils comparèrent les notes. L'odomètre de trajet de Zeb montrait qu'il avait roulé 108 km depuis qu'il avait quitté la station de pesée au repère 212, mais Claude était à 93 km de là. 15 km qui n'existaient sur aucune carte. Son horloge de camion indiquait 5h43, mais sa montre indiquait 6h18. 35 minutes de temps perdu. Et sa consommation de carburant montrait qu'il avait brûlé près d'un réservoir complet en couvrant une distance qui aurait dû en prendre moins des 3/4. Les chiffres ne mentaient pas. Quelque chose s'était passé là-bas sur la route 287. Quelque chose qui avait courbé la distance et le temps et la réalité elle-même. Les camions sombres nous ont sauvés, dit Zeb. Ils nous ont laissé passer. Pourquoi feraient-ils ça? Peut-être qu'ils étaient des conducteurs autrefois, dit doucement le conducteur plus âgé. Peut-être qu'ils se sont fait prendre dans ce que c'était, et maintenant ils essaient d'aider les autres à éviter le même sort. Ou peut-être qu'il y a autre chose, quelque chose que nous valons mieux ne pas comprendre, dit le jeune conducteur. Ils restèrent là un moment, regardant le trafic normal traverser l'aire de repos. Des gens ordinaires vivant des vies ordinaires, complètement ignorants de ce qui existait à seulement 80 km sur la route 287. Nous devons signaler cela, dit le jeune conducteur. Appelez la patrouille d'État. Appelez le DOT. Appelez quelqu'un et leur dire ce que nous avons vu. Qu'ils pensent que nous sommes fous ou ivres ou pire, dit le conducteur plus âgé. Mais d'autres conducteurs pourraient être là-bas en ce moment, passant par ce que nous venons de vivre. Nous devons les avertir, protesta Zeb. Le conducteur plus âgé sortit son téléphone et composa un numéro. Après un moment, il dit « Officier Langford, c'est le conducteur de tout à l'heure ce soir. Oui, nous sommes arrivés à Claude, et vous devez fermer la route 287 entre les repères 245 et 270 immédiatement. Peu importe la raison que vous donnez, mais personne d'autre ne devrait être sur cette route ce soir. » Il écouta un moment, puis raccrocha. « Il passe des appels, dit-il.
Que les gens le croient ou non, je ne sais pas. Mais au moins nous avons essayé. Ils remplirent leur reçu de carburant et payèrent leur diesel, chacun prenant plus de temps que d'habitude, réticent à reprendre la route. Finalement, alors que l'aube commençait à poindre dans le ciel oriental, ils grimpèrent dans leur cabine. Zeb s'assit sur son siège de conducteur et regarda son GPS. Son itinéraire vers Amarillo l'emmenait au sud sur la 287, la même autoroute qu'il venait de fuir. Mais la lumière du jour arrivait maintenant, et d'une manière ou d'une autre, cela le rendait plus sûr. Quoi que ce soit qui se trouvait là-bas dans l'obscurité, peut-être qu'il ne pouvait pas exister à la lumière du soleil. Il démarra son moteur et sortit de l'aire de repos, se plaçant derrière les deux autres camions. Ils roulèrent en convoi à travers Claude et retournèrent sur la route 287, se dirigeant vers le sud alors que le soleil se levait sur le Texas Panhandle. L'autoroute avait l'air complètement normale à la lumière du jour. Pas de station de pesée au repère 258 ou 263. Pas de signe du complexe massif qu'ils avaient vu. Juste du bitume ordinaire et des repères kilométriques et le camion de ferme occasionnel se dirigeant vers les tâches matinales. Mais Zeb continuait de vérifier ses rétroviseurs, guettant les camions sombres qui pourraient les suivre. Et il savait que chaque fois qu'il roulerait sur cet itinéraire à partir de maintenant, il se souviendrait de ce qui se cachait sous la surface de ces routes ordinaires. Les autres endroits qui existaient en parallèle au monde que tout le monde voyait. Les stations où les conducteurs étaient traités et mesurés pour des raisons qu'il ne voulait pas comprendre. Il arriva à Amarillo sans incident, livra sa cargaison à temps malgré les retards, et rentra chez lui à Billings. Mais cette nuit-là, et toutes les nuits suivantes, il se réveillait à 3 ou 4 heures du matin, se souvenant de la lueur verte et des figures sans visage et de la voix sur la CB lisant des nombres dans l'obscurité. Les autoroutes du Texas Panhandle avaient l'air normales à la lumière du jour. Mais Zeb savait mieux maintenant. Il savait ce qui roulait sur ces routes après minuit. Et il savait que certaines balances ne mesuraient pas le poids du tout. Elles mesuraient quelque chose d'entièrement différent. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec les manifestes de cargaison ou les règlements du DOT. Et parfois, tard dans la nuit, lorsque la CB était silencieuse, il entendait cette voix monocorde perçant à travers les parasites. Toujours en train de lire des nombres, toujours en train de lire des coordonnées, toujours en train de traiter des conducteurs qui avaient fait l'erreur de s'arrêter à la mauvaise station sur le mauvais tronçon d'autoroute. Zeb ne s'arrêta plus jamais aux stations de pesée portative après cela, du moins pas la nuit, et il ne roula jamais sur les itinéraires du Texas Panhandle seul s'il pouvait l'éviter, car il savait maintenant que les routes avaient des couches, et parfois on pouvait glisser entre elles sans le vouloir. Et une fois qu'on l'avait fait, le seul espoir était que quelqu'un ou quelque chose vous guide de retour. Trois semaines passèrent avant que Zeb ne conduise à nouveau sur la route 287. Il avait pris chaque itinéraire alternatif qu'il pouvait trouver, ajouté des heures à ses trajets, brûlé du carburant supplémentaire, tout pour éviter ce tronçon d'autoroute du Texas Panhandle. Mais finalement, l'économie l'avait rattrapé. Son dispatch était frustré par les retards, et Zeb perdait de l'argent à chaque trajet. Il ne pouvait pas éviter la 287 pour toujours. Cette fois, il s'assura de partir tôt, planifiant son itinéraire pour traverser la zone problématique en pleine lumière du jour. Pas de trajet de minuit, pas d'autoroute sombre, pas de risque de glisser dans cette couche de réalité qu'ils avaient trouvée cette nuit de novembre. Il quitta Dumas à midi avec une cargaison d'équipements agricoles à destination d'Amarillo, le même trajet qu'il faisait depuis des années. L'autoroute avait l'air complètement normale sous le soleil de l'après-midi. Le trafic était léger mais régulier, un mélange de camions commerciaux et de véhicules de passagers se déplaçant à des vitesses normales. Le paysage était le même que toujours, plat et ouvert sous un ciel si bleu qu'il faisait mal de le regarder directement. Les repères kilométriques défilaient sans incident. 212, où se trouvait la première station de pesée. Rien là maintenant, juste un bas-côté vide. Au repère 234, où il s'était arrêté pour la première fois et avait comparé leurs notes, Zeb ralentit légèrement et vérifia ses rétroviseurs par habitude. Juste un trafic normal derrière lui. Pas de camions sombres, pas de convoi roulant en formation serrée. Sa CB était réglée sur le canal 19, et tout ce qu'il entendait était le bavardage habituel. Des conducteurs se plaignant des travaux, partageant des rapports météo, la bande-son normale de la vie sur la route. Le repère 245 approchait. Zeb sentit ses muscles se tendre, se souvenant de la traction qu'avait ressenti son volant, de la manière dont les trois camions avaient été tirés vers ces lumières lointaines. Mais en plein jour, il n'y avait rien, juste un tronçon d'autoroute comme un autre, avec des buissons et des clôtures s'étendant à l'horizon.
Il passa le repère 245 sans incident. Sa jauge de carburant indiquait exactement ce qu'elle aurait dû. Son odomètre suivait correctement et toutes ses horloges correspondaient. Tout était normal. Tout allait bien. Mais Zeb ne pouvait pas secouer la sensation d'être observé. Au repère 250, sa CB grésilla avec des parasites. Juste une brève impulsion, à peine perceptible, mais cela fit serrer les mains de Zeb sur le volant. Il changea de canaux, vérifiant de 19 à 12, mais ils étaient tous clairs. Trafic normal, conversation normale, rien d'inhabituel. Puis, sur le canal 7, il l'entendit. Cette voix monocorde si faible qu'il faillit la manquer sous les parasites. Unité des 7482X. Itinéraire diurne détecté. Ajustement du protocole requis. Zeb attrapa le micro. Qui est-ce? Identifiez-vous. Aucune réponse. Juste des parasites et en dessous, cette pulsation rythmique dont il se souvenait de la course de nuit. Il revint sur le canal 19 et appuya à nouveau sur le micro. Ici Cancan en direction sud sur la 287. Quelqu'un d'autre entend des interférences sur le canal 7? Une voix de femme répondit immédiatement, professionnelle et légèrement préoccupée. Ici Pritchard en direction nord. Quel genre d'interférence? Une voix dans les parasites, dit Zeb. Qui lit des numéros de camions? Vous entendez quelque chose comme ça? Un silence. Négatif. Le canal 7 est clair de mon côté. Vous devriez peut-être faire vérifier votre radio, conducteur. Ça pourrait être un court-circuit dans votre antenne. Zeb la remercia et se déconnecta. Mais il savait que ce n'était pas sa radio. Il avait fait vérifier tout le système CB après l'incident 3 semaines plus tôt. Nouvelle antenne, nouveau câble, tout neuf. Le problème n'était pas son équipement. Le repère 258 apparut devant. L'endroit où se trouvait la première station de pesée fantôme, celle dont on leur avait dit de ne pas s'arrêter. En plein jour, ce n'était qu'un accotement vide. Pas de bâtiment, pas de plateforme de pesée, pas de lumière brillante. Zeb passa à 105 km/h, les yeux rivés sur la route devant lui. Son téléphone sonna. L'identifiant de l'appelant montrait un numéro qu'il ne reconnaissait pas, avec un indicatif régional 806, celui du Texas Panhandle. Contre son meilleur jugement, il répondit. « Monsieur Canincan », dit une voix masculine âgée avec un accent traînard du Texas occidental. « Ici Wallace Pritchard. Je suis un superviseur de la patrouille d'État à la retraite. Eustace Langford m'a donné votre numéro. Dit que vous aviez eu une expérience inhabituelle sur la 287 il y a environ 3 semaines. » Zeb sentit son pouce accélérer. « C'est exact. Vous m'appelez pour me dire que je l'ai imaginé ? » « Non, monsieur, dit Pritchard. Je vous appelle pour vous dire que vous n'êtes pas le premier, et que vous ne serez pas le dernier. Ça vous dérange si je vous demande quelque chose ? Cette nuit où vous avez eu des ennuis. Vous avez vu des camions sombres, des modèles plus anciens roulant en convoi ? Ouais, dit Zeb avec prudence. Nous les avons vus. Ils nous ont aidés. Nous ont laissé passer. Pritchard resta silencieux un moment. C'est bien. C'est vraiment bien. Ça signifie qu'ils sont toujours là-bas, qu'ils essaient toujours d'aider les gens. J'avais peur qu'ils aient finalement été attrapés. Attrapés par quoi ? Demanda Zeb. Quels sont ces camions ? Qu'est-ce qui les fait rouler ? C'est compliqué, dit Pritchard. Et la plupart du temps, je ne peux pas le prouver, mais j'étudie ça depuis 30 ans, depuis que je l'ai rencontré moi-même en 93. Ça vous dérange de vous arrêter quelque part ? Ça va prendre une minute à expliquer. Zeb vit une aire de repos approcher au repère 263. L'endroit où la deuxième station de pesée fantôme était apparue directement devant eux. En plein jour, ce n'était qu'une aire de repos standard, quelques tables de pique-nique en béton et un bâtiment de toilette. Il s'y arrêta et se gara, laissant son moteur tourner. « Je suis arrêté, dit-il dans le téléphone. Allez-y. Ce que vous avez vécu cette nuit-là, commença Pritchard, ça se passe sur ces autoroutes depuis des décennies, peut-être plus. Personne ne sait exactement quand ça a commencé, mais les plus anciens rapports que j'ai trouvés remontent aux années 50. Des conducteurs rencontrant des stations de pesée qui ne devraient pas être là, des camions qui apparaissent et disparaissent. Des routes qui ne correspondent pas aux cartes. Qu'est-ce qui le cause ? Demanda Zeb. D'après ce que je peux comprendre,
C'est une sorte de chevauchement, dit Pritchard. Comme s'il y avait une autre version de ces autoroutes existant en parallèle à la nôtre. Et parfois, les deux versions se rapprochent trop. Quand ça arrive, des choses se mélangent. Les stations fantômes, les camions sombres, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, demanda Zeb. À quoi servent ces stations? La voix de Pritchard devint plus sombre. Traitement. C'est le mot que j'entends toujours des conducteurs qui se sont approchés assez pour voir. Ils traitent les conducteurs, les mesurent, les catégorisent. Dans quel but, je ne peux pas le dire. Mais les conducteurs qui s'arrêtent réellement à ces stations, qui passent par le processus d'inspection, ils ne reviennent pas. Ou s'ils reviennent, ils sont différents. Changés. Zeb sentit un frisson malgré la chaleur de l'après-midi. Les camions sombres, vous avez dit qu'ils essayaient d'aider. Qu'est-ce qu'ils sont? Des conducteurs qui se sont fait prendre, dit doucement Pritchard. Il y a longtemps, avant que quiconque ne sache ce qui se passait. Ils sont coincés dans cette autre couche maintenant, roulant sur ces itinéraires pour toujours. Mais certains d'entre eux, ils se souviennent de ce que c'était que d'être humain. Ils se souviennent d'avoir voulu aider les autres conducteurs. Alors ils guident les gens à travers, leur montrent les chemins qui évitent les stations de traitement. C'est insensé, dit Zeb. Vous me dites qu'il y a une dimension d'autoroute parallèle où les camions sont conduits par des fantômes? Je vous dis ce que j'ai appris de 30 ans de recherche, dit Pritchard. Des centaines de rapports d'incidents, des dizaines d'entretiens avec des conducteurs qui l'ont vécu. Vous pouvez le croire ou non, c'est votre choix. Mais je vous dis aussi ceci. Ça empire. Les chevauchements se produisent plus fréquemment. Plus de stations apparaissent, plus de conducteurs disparaissent. Quoi que ce soit de l'autre côté, ça devient plus fort. Zeb regarda l'air de repos, le monde normal continuant autour de lui, une famille à une table de pique-nique mangeant le déjeuner. Un couple promenant son chien. Tout ordinaire et surréel. Pourquoi me dites-vous ça? Demanda-t-il. Parce que vous avez survécu, dit Pritchard. Et parce que les camions sombres vous ont aidé. Ça signifie quelque chose. La plupart des conducteurs qui les rencontrent ne les voient que comme une menace. Une autre partie de cette bizarrerie. Mais vous, vous avez compris qu'ils essayaient d'aider. Ça vous rend différent. Différent comment? Demanda Zeb. Je dirige un réseau, dit Pritchard. Des conducteurs qui ont vécu les chevauchements et ont survécu. Nous partageons des informations, nous nous avertissons mutuellement des points chauds, nous essayons d'aider les nouveaux conducteurs qui les rencontrent. J'aimerais que vous nous rejoigniez. Partagez ce que vous avez vécu. Aidez-nous à comprendre les schémas. Zeb resta silencieux un moment, regardant le trafic passer sur la route 287. Des camions normaux conduits par des gens normaux. Tous ignorants de ce qui se cachait sous la surface de ces routes. Et si je veux juste l'oublier, demanda-t-il. Retourner à mes itinéraires et faire semblant que rien de tout cela n'est arrivé. Vous pouvez essayer, dit Pritchard, mais ça ne marchera pas. Une fois que vous l'avez vu, une fois que vous avez glissé entre les couches, vous êtes marqué. Ça vous retrouvera. Mieux vaut comprendre à quoi vous avez affaire. Zeb prit sa décision. D'accord, je suis partant. Qu'est-ce que vous avez besoin de moi? Pour l'instant, tenez simplement des registres détaillés, dit Pritchard. Heure, lieu, tout phénomène inhabituel que vous rencontrez, et restez en contact avec les deux autres conducteurs de cette nuit-là. Vous trois avez vécu ça ensemble, ce qui est rare. Il pourrait y avoir quelque chose d'important dans ce schéma. Ils parlèrent pendant encore 10 minutes, Pritchard lui donnant des informations de contact pour le réseau et expliquant les protocoles de rapport. Lorsqu'ils raccrochèrent enfin, Zeb resta assis dans sa cabine pendant longtemps, regardant l'autoroute et pensant aux couches invisibles et aux stations de traitement et aux conducteurs piégés pour toujours sur des routes entre les mondes. Il retourna sur la 287 et continua vers le sud. Le repère 265 passa, puis le 270. Claude apparut à l'horizon, normal et banal dans la lumière de l'après-midi. Zeb s'arrêta pour faire le plein dans la même aire de repos où ils avaient trouvé refuge cette nuit de novembre, et pendant un moment, il put la voir superposée avec le souvenir. L'épuisement terrifié de cette arrivée, le soulagement de retrouver la réalité normale. Il effectua sa livraison à Amarillo sans incident et rentra chez lui à Billings. Mais cette nuit-là, allongé dans son lit à côté de sa femme, il se surprit à penser aux camions sombres. Des conducteurs qui s'étaient fait prendre et transformer,
passant maintenant l'éternité à essayer de sauver les autres du même sort. Étaient-ils de bonnes personnes dans la vie, de mauvaises personnes essayant de se racheter, ou simplement des conducteurs ordinaires qui s'étaient trouvés au mauvais endroit au mauvais moment, qui s'étaient arrêtés à la mauvaise station de pesée une nuit où les couches s'étaient trop rapprochées? Zeb commença à tenir les registres que Pritchard avait demandés. Chaque trajet, chaque kilomètre, chaque moment de bizarrerie soigneusement documenté. Il renoua contact avec le conducteur plus âgé, dont le nom s'avéra être Marcus Thorne, 63 ans et conducteur depuis 35 d'entre eux. Le jeune conducteur fut plus difficile à retrouver. Il avait complètement abandonné le camionnage après cette nuit-là, pris un emploi dans un entrepôt à Dallas, où il n'avait jamais à conduire la nuit. Zeb ne pouvait pas le blâmer. Certaines personnes n'étaient pas faites pour vivre avec cette connaissance, cette compréhension que la réalité avait des couches, et parfois on pouvait glisser à travers elles dans des endroits qui fonctionnaient selon des règles différentes. 2 mois après l'incident, Zeb roulait à travers l'est du Nouveau-Mexique lorsqu'il les revit. Les camions sombres, 5 d'entre eux roulant en formation serrée sur une autoroute parallèle à environ 3 km au nord. Il les observa avec des jumelles, étudiant leurs mouvements. Ils se dirigeaient vers l'ouest, se déplaçant exactement à 95 km/h, parfaitement synchronisés. Il attrapa sa CB et passa sur le canal 7, la fréquence où il avait entendu les interférences auparavant. Ici Cancan, convoi sombre visible à 3 km au nord de la route 380, se dirigeant vers l'ouest. Si vous pouvez m'entendre, merci pour cette nuit-là de nous avoir montré le chemin. Il ne s'attendait pas à une réponse, mais après un moment, sa CB grésilla avec une voix. Pas la voix monocorde des stations de traitement, mais quelque chose de différent. Quelque chose qui aurait pu être humain autrefois. Restez sur les itinéraires diurnes quand c'est possible. Les chevauchements augmentent au repère kilométrique divisible par 13. Avertissez les autres conducteurs. Nous ne pouvons pas tous les retenir. Puis le silence. Zeb regarda vers l'autoroute parallèle, mais les camions sombres avaient disparu. Pas estompés dans la distance, juste disparus comme s'ils n'avaient jamais été là. Mais le message était clair. La bataille entre les couches était en cours, et les camions sombres la combattaient chaque nuit. Zeb ajouta les informations au rapport pour le réseau de Pritchard. Repère kilométrique divisible par 13. Cela semblait arbitraire jusqu'à ce qu'il fasse le calcul. Repère 234, où ils s'étaient arrêtés pour la première fois. Repère 247, où ils avaient lutté contre la force de traction. Repère 260 et 273, 2 endroits où ils avaient rencontré des anomalies. Le schéma se maintenait. Le réseau commença à suivre ces repères, avertissant les conducteurs d'éviter de s'y arrêter quand c'était possible. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Une manière de se défendre contre ceux qui essayaient de tirer les camions dans cette autre couche. 6 mois après l'incident, Zeb transportait à travers le Texas Panhandle lorsqu'il reçut un appel de Marcus Thorne. La voix du conducteur plus âgé était tendue. « Je suis à cette aire de repos, dit Marcus. Repère 263. Et Zeb, ils sont là en plein jour. La station fantôme est là. » Zeb vérifia son GPS. Il était à 65 km au nord. Il pourrait être là en 30 minutes. Restez dans votre camion. Verrouillez les portes. J'arrive. Il poussa sa vitesse à 120 km/h, slalomant dans le trafic. Sa CB était déjà sur le canal 7, et il pouvait entendre les interférences s'accumuler. Pas l'intensité nocturne, mais présente néanmoins. Cette voix monocorde lisant des coordonnées et des numéros de camions. Lorsqu'il atteignit l'aire de repos, il vit ce que Marcus avait décrit. La station de pesée fantôme était là, visible en plein jour, bien qu'elle paraisse moins solide que la nuit, plus translucide, comme une projection ou un hologramme. La plateforme de pesée brillait de cette lumière verte malsaine, et les figures sans visage se déplaçaient autour avec leur synchronisation contre nature. Mais il y avait autre chose. Les camions sombres étaient là aussi. 5 d'entre eux garés en formation défensive entre le camion de Marcus et la station fantôme. Et alors que Zeb regardait, plus de camions sombres apparurent, se matérialisant à partir de rien jusqu'à ce qu'il y en ait une douzaine, créant une barrière. Zeb se gara dans l'aire de repos et se gara à côté de Marcus. À travers sa CB, il pouvait entendre la bataille des fréquences. La voix monocorde essayant d'appeler le camion de Marcus pour le traitement et quelque chose d'autre, un signal différent essayant de le bloquer. Unité en conformité requise pour inspection, insista la voix monocorde.
Approcher la plateforme de pesée, traitement obligatoire. Mais les camions sombres tinrent leur position, et après plusieurs minutes, la station fantôme commença à s'estomper, ne disparaissant pas tout à coup comme avant, mais perdant progressivement sa cohérence, comme si elle abandonnait et se retirait vers la couche dont elle était venue. Lorsqu'elle fut enfin partie, les camions sombres restèrent un moment de plus. L'un d'eux, le camion de tête de la formation, clignota ses lumières 2 fois. Puis ils disparurent tous simultanément, laissant Zeb et Marcus seuls dans une aire de repos normale un après-midi normal. Marcus descendit de sa cabine, l'air secoué mais indemne. « Ils m'ont protégé, dit-il. Les camions sombres, ils sont apparus au moment où cette station est apparue, comme s'ils savaient que j'étais en danger. Ils deviennent plus actifs, dit Zeb, combattant. Peut-être que nous ne sommes pas aussi impuissants que nous le pensions. » Ils signalèrent l'incident à Pritchard, qu'il ajouta à sa base de données croissante d'observation. Le schéma devenait clair. Les chevauchements augmentaient en fréquence, mais la résistance aussi. Les camions sombres se multipliaient. Plus de conducteurs du passé rejoignaient leur rang. Tous déterminés à protéger les vivants des stations de traitement. Un an après sa première rencontre, Zeb fut abordé par une femme dans une aire de repos au Texas. Elle avait la cinquantaine et portait une veste avec un logo de compagnie de camionnage délavé. Elle se présenta comme Eola Fenwick, dispatch de nuit pour un transporteur régional. Wallace Pritchard dit que vous êtes l'un des bons, dit-elle. Dit que vous avez aidé à suivre les chevauchements et à avertir les autres conducteurs. J'ai besoin de vous parler de quelque chose que je n'ai dit à personne d'autre. Ils s'assirent dans la cabine de Zeb, et Eola lui raconta son histoire. 20 ans plus tôt, elle avait été conductrice elle-même. Elle avait rencontré une station fantôme sur la route 287, le même tronçon que Zeb avait connu. Mais elle avait fait un choix différent. Elle s'était arrêtée. Elle avait conduit sur cette plateforme de pesée brillante et les avait laissés la traiter. J'aurais dû être piégée, dit-elle. J'aurais dû finir comme ces conducteurs dans les camions sombres roulant pour toujours entre les couches. Mais quelque chose a mal tourné avec leur traitement. Ou peut-être que quelque chose a bien tourné. Je me suis réveillé le lendemain matin dans une aire de repos normale. Mon camion allait bien, ma mémoire était intacte, mais j'avais changé. Changer comment, demanda Zeb. Je peux les voir maintenant, dit Eola. Les chevauchements, pas seulement quand je suis dedans, mais tout le temps. Je peux voir où les couches sont fines, où les stations essaient de percer. Et je peux sentir quand les conducteurs sont en danger, quand quelqu'un est sur le point de glisser entre les mondes. Elle sortit une carte couverte de marques. Des points rouges pour les sites de chevauchement confirmés, des points bleus pour les emplacements suspects, des lignes vertes montrant des itinéraires sur à travers les zones dangereuses. J'ai suivi ça pendant 2 décennies, dit-elle. Construisant une carte des zones de danger, mais c'est de plus en plus difficile. Les chevauchements s'étendent, apparaissent dans des endroits où ils n'étaient jamais avant. Nous avons besoin de plus de gens qui comprennent ce qui se passe. Des gens qui peuvent voir les signes et avertir les autres. Zeb étudia la carte. Elle était complète, détaillée, le travail de quelqu'un qui avait consacré sa vie à comprendre le phénomène. « Pourquoi me montrez-vous ça ?» demanda-t-il. « Parce que vous avez un choix à faire, dit Eola. Vous pouvez continuer à conduire, éviter les chevauchements, espérer ne jamais glisser à travers à nouveau. Ou vous pouvez aider activement, apprendre à reconnaître les signes, guider les autres conducteurs loin du danger, peut-être même trouver comment riposter. » Zeb pensa à sa fille, à sa femme, à la vie normale qu'il avait construite en 11 ans de conduite de camion. Puis il pensa à Marcus Thorne et aux jeunes conducteurs qui avaient complètement abandonné la profession. Il pensa aux camions sombres roulant pour toujours sur des routes entre les mondes, essayant de sauver des gens qu'il ne rencontrerait jamais. « Je vais aider, dit-il. Dites-moi ce dont vous avez besoin. » Au cours de l'année suivante, Zeb s'impliqua plus profondément dans le réseau de Pritchard. Il apprit à reconnaître les signes subtils d'un chevauchement approchant. La manière dont les parasites de la CB prenaient cette pulsation rythmique. La légère ondulation de la température de l'air qui précédait l'apparition d'une station fantôme. La sensation d'être observé qui signifiait que les couches devenaient fines. Il commença à transporter un équipement spécialisé. Un GPS de secours qui montrait les itinéraires historiques et les anomalies. Une radio CB modifiée pour capter des fréquences en dehors de la plage normale. Un système de caméras capable de capturer ce que les caméras normales manquaient. Et il commença à comprendre l'ampleur de ce à quoi il faisait face.
Les stations fantômes n'étaient pas aléatoires. Elles faisaient partie d'un système, un réseau qui existait en parallèle au système autoroutier réel. Et ce réseau grandissait, s'étendait, et essayait de tirer plus de notre réalité dans la leur. Mais les camions sombres grandissaient aussi. Plus de conducteurs rejoignaient leur rang, plus de véhicules apparaissaient pour guider et protéger. La bataille entre les couches s'intensifiait, et les humains pris au milieu devaient choisir leur camp. 2 ans après sa première rencontre, Zeb roulait à nouveau à travers le Texas Panhandle lorsqu'il vit quelque chose de nouveau. Une station fantôme apparaissant au repère 247, le même endroit où ils avaient senti cette force de traction. Mais cette fois, les camions sombres étaient déjà là. Des dizaines d'entre eux, peut-être 50 ou plus, entourant la station dans un périmètre serré, et ils repoussaient. La nuit était tombée sur le Texas Panhandle comme un linceul épais, étouffant les sons et les lumières sous un ciel constellé de milliers d'étoiles froides. Zeb Quincan roulait depuis 6 heures, les yeux rivés sur la route 287, les mains serrées sur le volant de son Kenworth. Il n'était plus le même homme qu'il y a 2 ans, quand il avait vécu cette nuit cauchemardesque qui avait changé sa perception de la réalité. Depuis, il avait rejoint le réseau de Wallace Pritchard, un groupe de conducteurs et d'anciens routiers qui traquaient les chevauchements à ces moments où les couches de réalité se superposaient, où des stations de pesée fantômes apparaissaient, où des camions sombres, conduits par des entités qui n'étaient plus tout à fait humaines, erraient comme des âmes en peine. Ce soir-là, Zeb n'était pas seul. À ses côtés, dans la cabine, se trouvait Eola Fenwick, une femme dans la cinquantaine aux yeux perçants et à la voix calme. Elle était l'une des rares personnes à avoir survécu à une inspection dans une station fantôme, et depuis, elle possédait une sensibilité unique au chevauchement. Elle pouvait les sentir avant qu'ils n'arrivent, comme une pression dans l'air, une distorsion subtile de la lumière. Ce soir, elle avait insisté pour l'accompagner. « Zeb, ralentis », murmura-t-elle soudain, les yeux fixés sur le rétroviseur. « Ils sont là. » Zeb jeta un coup d'œil dans le miroir. Derrière eux, à une centaine de mètres, 5 camions sombres roulaient en formation serrée, leurs phares éteints, leurs silhouettes se découpant à peine dans l'obscurité. Ils étaient identiques, mêmes modèles anciens, même peinture noire, mêmes absences de marques distinctives. Zeb savait qu'ils n'étaient pas là par hasard. Ils nous suivent depuis le repère 234, dit-il en serrant les dents. Ils savent qu'on approche de quelque chose. Eola hocha la tête, les doigts crispés sur le tableau de bord. Oui. Et ce n'est pas tout. Elle pointa devant eux, vers l'horizon. Regarde. À travers le pare-brise, Zeb distingua une lueur verdâtre, faible mais persistante, comme une aurore boréale maléfique. Elle pulsait lentement, comme un cœur battant dans l'obscurité. La route devant eux semblait se déformer, les lignes blanches du marquage au sol devenant floues, comme si elles fondaient sous une chaleur invisible. Une station, murmura Eola. Une grosse. Plus grande que celle qu'on a vue avant. Zeb sentit une boule se former dans sa gorge. Il se souvenait de la dernière fois qu'il avait vu une lueur comme celle-ci. C'était la nuit où ils avaient failli être aspirés dans un complexe immense, où des centaines de figures sans visage erraient entre des bâtiments aux proportions impossibles. Cette fois, cependant, quelque chose était différent. Les camions sombres derrière eux accélérèrent soudainement, comblant l'écart entre leur convoi et le camion de Zeb en quelques secondes. Puis, sans avertissement, ils les dépassèrent, se plaçant devant eux en formation protectrice. « Ils nous montrent le chemin », dit Eola, la voix tendue mais déterminée. « Suis-les. Ne t'arrête pas, quoi qu'il arrive. » Zeb n'eut pas le temps de répondre. La route devant eux commença à trembler, comme si le bitume lui-même était vivant. Les camions sombres accélérèrent encore, leurs moteurs hurlant dans un effort surhumain. Zeb fit de même, le pied au plancher, les mains agrippant le volant alors que son camion vibrait sous lui. La lueur verdâtre grandissait, dévorant maintenant tout l'horizon. Des ombres se déplaçaient à l'intérieur, des silhouettes difformes qui semblaient glisser plutôt que marcher. Soudain, la radio CB grésilla, et une voix monocorde, mécanique, emplit la cabine. Unité T7482X. Inspection obligatoire. Arrêt immédiat. Zeb sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'était son numéro d'unité. Comme si la station savait exactement qui il était. Ne réponds pas, chuchota Eola. Ne les écoute pas. Les camions sombres devant eux ralentirent brusquement, forçant Zeb à freiner pour éviter une collision. Puis, d'un seul mouvement,
ils se séparèrent, formant un couloir étroit entre eux. De chaque côté, les figures sans visage dans les cabines tournèrent la tête vers Zeb, comme pour lui indiquer une direction. Entre les camions, Zeb distingua un chemin, une sorte de tunnel obscur qui semblait s'enfoncer dans le néant. « Il nous montre une sortie, » dit Eola, la voix tremblante. « Mais Zeb, si on prend ce chemin, on ne reviendra peut-être pas. » Zeb regarda devant lui. La station fantôme était maintenant visible dans toute son horreur, une structure massive, aux proportions déformées, avec des dizaines de plateformes de pesée brillantes d'une lueur verdâtre malsaine. Des centaines de figures sans visage se déplaçaient en synchronisation parfaite, comme des marionnettes contrôlées par une main invisible. Au centre, quelque chose pulsait, une masse noire et informe qui semblait aspirer la lumière autour d'elle. Derrière eux, la route commença à se refermer, comme si un rideau d'obscurité tombait, effaçant le monde réel. Zeb n'avait plus le choix. « On y va » dit-il en serrant les dents. Il engagea son camion dans le couloir formé par les camions sombres. Dès qu'il franchit la limite, le monde autour de lui se déforma. Les étoiles disparurent. Le ciel devint un voile noir, sans profondeur, comme un décor peint. La route sous ses roues n'était plus du bitume, mais une substance visqueuse, presque vivante, qui semblait respirer. Les camions sombres, eux, semblaient flotter, leurs roues ne touchant plus le sol. « On est entre les couches » murmura Eola, les yeux écarquillés. « On est dans l'entre-deux. » Zeb sentit une pression écrasante l'envahir, comme si l'air lui-même était devenu solide. La radio CB grésillait sans arrêt, des voix se superposant, certaines humaines, d'autres, autre chose. Des nombres, des coordonnées, des instructions incompréhensibles. Puis, soudain, une voix claire perça le chaos. « Zeb. Écoute-moi bien. » C'était la voix de Marcus Thorne, le conducteur plus âgé qu'il avait rencontré il y a 2 ans. Mais elle était différente, comme si elle venait de très loin, ou de très profond. « Marcus ?» Zeb hurla presque, la main tendue vers la radio. « Où es-tu » ? « Je suis avec eux maintenant, » répondit la voix, calme, résignée. « Je fais partie des camions sombres. » « Écoute, Zeb. Tu n'as pas beaucoup de temps. La station devant toi, c'est une porte. Une porte vers leur monde. Ils veulent Y attirer. Mais tu peux encore t'échapper. » « Comment » Zeb sentit la panique monter en lui. « Dis-moi comment. » « Les camions sombres vont te montrer le chemin. Mais pour ça, il faut que tu nous libères. » Zeb sentit son cœur se glacer. « Quoi ? Tu dois briser le cycle, » continua Marcus. « Ces camions, ces conducteurs, on est piégés ici parce qu'on a été traités. On est devenus des gardiens, des guides. Mais on peut pas partir tant que la station existe. Tu comprends ? » Zeb serra le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Vous voulez que je la détruise ? » « Oui. » La voix de Marcus était à peine un murmure maintenant. « Et pour ça, il faut que tu nous sacrifies. » Un silence. Puis Eola posa une main sur l'épaule de Zeb. « Ils veulent qu'on les utilise comme appât, » dit-elle, les larmes aux yeux. « Ils veulent qu'on les attire dans la station, qu'on la fasse s'effondrer sur elle-même. » Zeb regarda devant lui. Les camions sombres avaient ralenti, formant maintenant un cercle autour d'un point précis sur la route. Au centre, une faille était apparue, une déchirure dans la réalité, d'où émanait une lumière aveuglante, presque blanche. « C'est le seul moyen, » murmura Eola. « Si on veut survivre, il faut les laisser partir. » Zeb sentit une douleur aiguë lui transpercer la poitrine. Ces conducteurs, ces âmes perdues, avaient passé des décennies à essayer de sauver les autres. Et maintenant, ils demandaient à être sacrifiés pour briser le cycle. « D'accord, » dit-il enfin, la voix brisée. « D'accord. » Il accéléra, fonçant droit vers le cercle de camions sombres. Au dernier moment, ils s'écartèrent, laissant Zeb et Eola passer au milieu. Derrière eux, les camions se refermèrent, formant une barrière entre la faille et la station fantôme. Puis, d'un seul mouvement, ils avancèrent, droit vers le cœur pulsant de la station. Un cri déchirant emplit l'air, un son qui n'était pas tout à fait humain, pas tout à fait mécanique. La station commença à trembler, ses structures se désintégrant comme du sable sous une vague. Les figures sans visage hurlèrent, leurs formes se dissipant dans le néant. Puis, dans un dernier éclair de lumière verdâtre, tout disparut. Le silence retomba. Zeb et Eola se retrouvèrent sur la route 287, sous un ciel étoilé normal.
les camions sombres avaient disparu. Il n'y avait plus de lueur, plus de station, plus de chemin entre les couches. Juste le bitume sous leurs roues, et le souffle court de 2 survivants. Eola posa une main sur son cœur, les larmes coulant librement. Ils l'ont fait, murmura-t-elle. Ils nous ont sauvés. Zeb regarda devant lui, vers l'horizon où le soleil commençait à poindre. Il savait qu'il ne reverrait plus jamais Marcus, ni les autres conducteurs des camions sombres. Mais il savait aussi qu'ils étaient enfin libres. Il démarra le moteur et reprit la route, vers Amarillo, vers chez lui. Derrière lui, la route 287 était de nouveau une simple autoroute, sans mystère, sans danger caché. Mais Zeb savait que ce n'était qu'une illusion. Les couches étaient toujours là, quelque part, attendant le prochain conducteur assez malchanceux pour tomber sur elles. Et cette fois, il serait prêt à les affronter.